Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sylvain Delis, je suis le cofondateur de Fidae et Call of Success et créateur de ce nouveau podcast, Le Prompt. Pourquoi j'ai créé Le Prompt? Il y a beaucoup de bruit autour de l'IA générative, beaucoup de discours, beaucoup de certitudes, mais peu de cas concrets, peu de projets réels, peu de voix du terrain. Avec Le Prompt, je vous propose autre chose. J'ai décidé de donner la parole à mes clients. Pas pour qu'ils parlent de Fidae, mais pour qu'ils racontent ce qu'ils ont tenté, construit, planté, compris, appris. Des PME, des ETI, des fois des boîtes en croissance, des responsables relations clients, des dirigeants, des commerciaux. Ils ont testé l'IA générative, parfois avec Fidae, parfois pas encore. Ce podcast, c'est leur retour d'expérience, leur cas d'usage, leurs choix tech, leurs doutes juridiques, leur budget, leurs arbitrages. Le prompt, c'est le podcast pour celles et ceux qui font. C'est concret, c'est brut, c'est utile. Bienvenue dans le prompt. Et pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Bergeau, dirigeant de Recom, une société spécialisée dans la prospection commerciale B2B, et aussi cofondateur de Tizio, une plateforme très originale de prise de rendez-vous B2B rémunérée, dont il va nous parler longuement. Jean-Michel, c'est quelqu'un que je connais parfaitement et qui connaît très bien le terrain commercial, la réalité des cycles de vente, les enjeux de transformation dans les PME et ETI. On va parler vente, bien sûr IA, efficacité commerciale, prospection, analyse conversationnelle, bien entendu, et aussi de cas d'usage très concrets. C'est parti et bienvenue Jean-Michel. Salut Sylvain, merci Comment tu, beaucoup. comment tu vas? Je vais très très bien. Écoute, je suis ravi d'être ton premier invité sur le prompt pour Absolument. échanger de ces sujets avec toi, de ces sujets qui nous plaisent beaucoup à tous les deux, je le sais. Ouais, exactement. Et je te remercie vivement d'avoir accepté cette invitation parce que t'es le tout premier. Et pourquoi t'es le tout premier? C'est tout simplement, t'es notre tout premier client sur Fidae. Et même si on se connaît depuis quelques années, notamment via d'autres entreprises que j'ai montées avec Call of Success, t'es le premier à nous avoir fait confiance, même si on a eu d'autres clients assez très vite. Et donc j'ai trouvé très intéressant et je voulais te faire l'honneur de t'inviter en premier parce que je sais que tu gravites autour de tous ces sujets-là, tu testes beaucoup de choses et je pense que tu as beaucoup de choses à apprendre à nos auditeurs et auditrices. Mais bon, avant de rentrer un peu dans le détail, ce que je te propose, Jean-Michel, c'est est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais et qu'on comprenne un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Grand plaisir. Écoute, ravi d'être le premier, d'avoir été le premier deux fois alors sur Fidae Exactement. et sur le Le- génial. Merci à toi. Alors, pour me présenter en deux mots, Jean-Michel, 50 ans, 3 enfants, lyonnais, pour situer le contexte. Entrepreneur depuis longtemps maintenant, multi-entrepreneur, comme on dit. Voilà, et un peu plus précisément dans le monde du développement commercial, de la prospection depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Pour mon parcours, pour la toute petite histoire, j'ai fait trois périodes, on va dire. Après une école de commerce classique où classiquement je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai eu l'occasion de bosser complètement par hasard dans une de mes passions qui est le rugby, et donc j'ai eu l'occasion de bosser dans le Ouais, rugby professionnel au tout début, quand il est devenu pro. Et donc j'ai bossé dans des clubs de rugby. J'ai bossé au Stade Français, à Clermont, à Perpignan et au Loup Rugby. Voilà, pendant une dizaine d'années. Donc ça, c'était génial. équipe que La Rochelle bat régulièrement. Alors, Attends, et maintenant c'est plus du vrai, tout. mais ça a Ouais, bien exactement. changé. Ça a bien changé, ça a bien changé. C'est- Là, t'es en quelle Euh, période? T'es sur quelle période là, du coup, Écoute, Jean-Michel, j'ai commencé à bosser en 98. Le rugby est devenu pro en 97, et donc tout s'est Ok. structuré en 98. C'est l'aventure Max Guazzini au Stade Français, et puis après Hmm. Clermont-Perpignan. Ça, jusqu'en 2008 où j'ai arrêté de bosser dans le rugby. Ok. Donc, j'ai bossé une dizaine d'années dans le rugby professionnel. C'est une aventure incroyable. Et puis quand on est Ouais, passionné d'un j'imagine. sport, pouvoir travailler dans ce sport-là, c'est juste génial. Ouais, c'est Euh, sûr. Après, j'ai arrêté. Je suis parti dans toute autre chose. J'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire, et j'ai découvert le principe du développement durable et de la RSE. À l'époque, la RSE, ça ne parlait à personne. C'était un concept un peu innovant, bizarre, d'application des principes du développement durable en entreprise. Moi, ça m'a botté. J'ai cherché, creusé, rencontré des gens hyper intéressants qui bossaient là-dedans, et j'ai monté une boîte de Ok. conseil et formation en RSE en 2008 pour accompagner des PME dans leur démarche RSE. Ouais, Ça a c'était duré. même avant la grosse vague. T'étais même Alors, c'était avant que bien ça se avant la lance. grosse vague, et ça a effectivement été très en amont. Hmm. Et d'ailleurs, oui, pour la suite du récit, c'est une importance, c'est qu'en fait, ça n'a pas marché, et que Hmm. même si la boîte a plus survécu que vécu pendant 7 Ouais. ans, honnêtement, c'était un marché inexistant, c'était très compliqué. Des évolutions réglementaires qui étaient censées arriver avec le Grenelle de l'environnement, etc., n'a arrivé
tout doucement ou de façon vraiment très sporadique. Notre marché n'a pas décollé quand on y était et on a galéré pendant 7 ans, pour appeler un chat un chat, Mmh. à essayer de 7 ans, ça a duré convaincre. quand même? Ça a duré 7 ans, ouais, tout à fait, Ah ouais, ouais, voilà. c'est L'aventure était alors hyper intéressante par certains aspects, le concept de RSE, les premiers pas, les prémices, l'évangélisation et puis on avait créé une boîte Gion parce qu'on était 2 associés au départ et on a été jusqu'à 7 associés. On avait créé une SCOP, une société coopérative, ouais, pour être cohérent, pour mettre dans bien nos sûr, statuts les principes de responsabilité mais sociétale. Voilà, donc aventure géniale, mais honnêtement quand il y a pas de business et qu'il y a pas assez de clients, tout est plus compliqué mmh, et les dissensions entre associés, et comme dans toute boîte, scope ou pas scope, ne manquent pas ouais, d'arriver quand comme ça ne marche pas quand ça prend et pas, ouais. on a fini par arrêter, et chacun est reparti de son côté. Moi, il se trouve que j'ai changé, je vais t'expliquer, dans quel cadre et d'autres sont restés, à œuvrer dans la RSE et maintenant sont dans des grosses boîtes où ils appliquent des politiques RSE hyper intéressantes. Mais au début, on a commencé vraiment petit à faire de l'évangélisation dans notre petit bureau. Voilà, donc aventure intéressante qui pour moi, s'est terminée, pas de la meilleure des façons, mais c'est la vie. Pas grave. Ouais, et du coup, là, t'as arrêté en quelle année ça, cette partie-là? J'ai arrêté en 2013. D'accord, d'accord, 2013. en En fait, j'ai eu une 2013. période de recouvrement parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc dans notre, activité de RSE, comme on n'avait pas beaucoup d'activités, j'ai dit: «Bah, moi, on n'en vivait pas quoi globalement» et j'ai dit: «Bah, moi ça vous embête pas, je me fais un petit side project à côté et j'essaie d'avoir un revenu, d'une Mmh, activité que j'imaginais plutôt de conseil et d'accompagnement au départ sur OK, mon cœur de métier depuis toujours qui était le développement commercial». Parce que dans le rugby, j'avais avant tout fait ce qu'on appelait du marketing sportif qui est du développement commercial, ni plus ni moins, appliqué au sport. Et donc moi, je suis revenu à ma compétence de départ et j'ai dit, bah, moi, je me fais un side project à côté et je monte, une petite boîte qui va accompagner les entreprises dans leur développement commercial. J'ai fait un brainstorming d'1 heure à l'apéro avec les copains. On a dit: «Relations commerciales, Recom» et on a créé Recom. J'ai créé Recom avec mes OK, potes. et Voilà et c'est parti et comme là, ça. tu es en 2013? En 2013, Et c'est là, on ça? est en 2013, voilà. Donc OK, pendant encore 1 an et demi, presque 2, j'avais les 2 activités en parallèle et en fait, bah, Alteractive, qui c'était cette société de conseil en RSE, est morte de sa belle mort, petit à mmh, petit, par manque d'activité et Recom, qui était mon plan B, est devenu mon plan A et là, ouais, Recom, ça a pris et ça a pris sous une forme qui était pas mon idée de départ. Donc c'était évidemment pas un grand plan stratégique à 10 ans, hein, loin de là. C'était quelque chose de très court-termiste et ça n'a pas pris forme comme je l'imaginais, puisque donc j'avais imaginé ça plutôt sous forme de conseil, accompagnement et en fait, c'est mmh, devenu de la prestation de service parce qu'en gros, j'ai compris que les entreprises ne voulaient pas qu'on leur dise comment il fallait prospecter. Les entreprises voulaient qu'on on le prospecte à leur fasse. place et qu'on le fasse. Voilà et donc bah, j'ai commencé à embaucher des commerciaux sédentaires, des business développeurs et Recom a démarré comme ça au bout d'1 an et demi, 2 ans de tests et de tâtonnements. C'est devenu une agence de prospection en 2016. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, moi, je connais bien, ton entreprise, je connais bien Recom et les gens qui y travaillent. Ce qui vous distingue un peu le positionnement que tu as eu, notamment sur du B2B, un peu ta clientèle, comment ça s'est construit tout ça un peu dans le temps? Parce que je Alors trouve l'histoire intéressante et ouais, tu as décidé de pas heu aller parce que vendre, prospecter, c'est on peut faire des tas de tâches, on peut aller jusqu'au closing, travailler sur des cycles plus ou moins longs, faire que de la prospection et KFDI. Toi, tu es quand même spécialisé sur, des choses particulières et tu es toujours resté sur enfin, souvent resté sur ce modèle-là et ouais et dès le est-ce que tu peux début. expliquer un peu comment tu en es venu à ce positionnement? Exactement, ouais, ça encore une fois de façon très pragmatique, tu as compris, ça a été quelque chose de très en réaction avec les échanges avec le marché. Mmh, Dans mon idée du développement commercial et de la prestation de service, assez rapidement, les gens avec qui j'échangeais, avec qui je discutais, n'étaient pas très enclins à nous confier leur cycle de vente en entier. Il y a quelque chose qui reste en disant: «Moi, dans la boîte, je suis le seul à savoir vendre» ou «Mon équipe interne est seule à savoir vendre». Plus le sujet est technique, plus c'est vrai, hein, il y a pas de bien secret sûr. évidemment, voilà. Et en revanche, ce qui s'externalisait plus facilement, c'est cette partie, franchement chronophage et un peu ingrate, La le chasse. tout début du cycle de vente, la pure chasse de début, la pure prospection. Et donc en fait, je me suis trouvé face à des gens qui étaient enclins à externaliser une partie et pas du tout, partants pour externaliser la totalité du cycle de vente, qui OK. aurait nécessité une formation probablement très très aboutie et cetera. Donc assez
assez rapidement et de façon très pragmatique et concrète, il s'est dessiné que la partie qui s'externalisait, c'était la vraie partie pure prospection, c'est-à-dire celle qui va du point de départ pur et dur de la page blanche jusqu'au premier rendez-vous qualifié, où là, mon client, lui, il veut reprendre la main, il veut discuter avec son prospect, il veut faire la découverte, la présentation, la négociation et aller jusqu'au closing. Donc ça s'est fait de façon très naturelle, je dirais, et spontanée. Et dans cet univers-là, en fait, à l'époque, quand on a créé ça, il y avait qu'un truc, c'était ce qu'on appelait des centres d'appel, qui faisaient souvent d'ailleurs de l'appel entrant, de l'appel sortant, de l'externalisation de service client, de l'ADV, des choses comme ça. Et moi, je me suis tout de suite, et encore une fois, de façon très pragmatique par rapport à ce qui m'était demandé, spécialisé uniquement dans appel sortant de prospection, de prise en rendez-vous. Donc là, il y avait des acteurs existants qui étaient plutôt des centres d'appel, et on s'est spécialisé là-dedans. Et tout de suite, je me suis intéressé aux outils qui permettaient de faire ça. Et ça, c'était le début. Et le positionnement qui a été le positionnement original de Recom pendant très longtemps, c'est le mélange entre des outils et des équipes. OK? Ouais, Et bien. Ouais, si bien aujourd'hui sûr. on est, presque 10 ans plus tard en train de discuter, tu vois, ça n'a pas changé. On est toujours en train de réfléchir à notre positionnement et notre équilibre entre des outils et des équipes. Mmh. Quand tu parles d'outils, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus tu fournis du rendez-vous, tu as des équipes. Tu peux nous donner quelques chiffres un peu aujourd'hui? Quand même, c'est combien de personnes? Comment tu organisé? Donc aujourd'hui, on est une cinquantaine de salariés. On a été un peu plus, ça a redescendu un peu, mais globalement, on est un peu plus de 50 salariés. Hem, avec beaucoup de business développeurs, hein, parce que c'est la fonction principale chez nous, la plus courante, et c'est Mmh. c'est ceux qui font la presta. On a aussi des growth marketers, donc c'est toujours cet équilibre entre la partie humaine de la prospection et la partie outillée. On mène, entre 200 et 250 campagnes de prospection pour des clients différents chaque année. On Ouais, c'est prend entre, 600 et 800 rendez-vous par mois. On a, tu vois, c'est en 2023, on avait atteint 10 000 rendez-vous dans l'année. Ça commence à je me faire, souviens. ça commence à faire Ouais, beaucoup. ouais, Ouais. ça commence à OK. Voilà, on a accompagné plus de 1 500 clients dans notre histoire, dans leur prospection. On a pris des rendez-vous, je crois, dans tous les secteurs d'activité. On ne fait que du B2B, hein. B2B, B2C en prospection, ce sont 2 sports assez différents. Nous, on ne fait que du B2B, et effectivement, on n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité. On n'a pas du tout vocation à l'être d'ailleurs, parce que quand on travaille pour un client, on travaille pas pour ses concurrents en même temps, hein. Très clairement, on Mmh. pourrait pas avoir des clients concurrents, donc on n'a pas vocation à être spécialisé dans le secteur. C'est très ouvert, c'est tout type de secteur, et notre challenge, c'est de s'adapter à chaque fois aux spécificités de chacun de nos clients pour être capable de comprendre son marché, d'appréhender les problématiques et d'être capable de prospecter pour eux. Et concrètement, aujourd'hui, tu as certains secteurs d'activité un peu de prédilection, ou c'est encore toujours très varié, très vaste? On essaie de pas trop en avoir. On essaie en fait Mmh. de faire en sorte que tous nos business développeurs soient capables de faire de la prise de rendez-vous, de la prospection, quel que soit le secteur d'activité. Sinon, ça devient très compliqué à gérer. C'est-à-dire, si j'ai des business développeurs spécialisés dans l'assurance, et qu'aujourd'hui j'ai un client qui vient et qui est, lui, dans Bah la oui. formation, bah, j'ai pas de business développeur. Donc c'est pas une bonne idée que de vouloir en fait être trop spécialisé, dans ce type de secteur. Après, il y a des secteurs qui sont plus courants que d'autres chez nous, hein, très Mmh. clairement. Donc on fait tout type d'activités B2B, mais le service est très prépondérant. Tu vois, on a beaucoup de choses dans l'IT, beaucoup de choses dans le conseil, les SaaS, la OK. formation, RH, recrutement. Ça, c'est quand même très, très, très présent, la communication. C'est des choses qui, historiquement, demandent beaucoup plus de prospection, donc c'est des clients qui sont beaucoup plus présents. Voilà, et puis il y a des choses qu'on ne fait pas, par exemple. Tu vois, ça, on me le demande souvent ça. Il y Alors a qu'est-ce que tu fais pas, certains du coup? secteurs ou situations pour lesquelles Raconte. la prospection telle qu'on la pratique, nous, n'est pas adaptée. OK? Si je le dis, rapidement, il y a en gros, tous les secteurs dans lesquels il n'y a pas d'éléments différenciants apparents. Donc c'est bête, mais les photocopieurs, le nettoyage des locaux, les forfaits téléphoniques, tout ça, en fait, tu as l'impression, pour un client, que tous les prestataires se valent un peu. Et donc en prospection, quand tu dois faire passer un élément différenciant pour susciter l'intérêt de quelqu'un, les secteurs où il n'y a pas d'éléments différenciants apparents, c'est très compliqué en prospection. Mmh. Et le deuxième truc qui est un peu mortel, c'est l'intuitu personnel. Quand une offre est liée à une personne. Ça, c'est toutes les toutes petites boîtes où, c'est le coach, l'accompagnement de dirigeants, des choses comme ça. Ça, en prospection, c'est pas une offre qu'on met en face d'une problématique, c'est une personne qu'on met en face d'une personne. Et donc la prospection telle qu'on la pratique ne peut pas faire passer ce fit humain, tu vois? Donc Ouais, ça, il y a des hyper choses comme intéressant. ça qui sont intéressantes. Le reste, après, à partir du moment où il y a une cible, une problématique et une offre qui a des éléments différenciants qui répond à cette problématique, bah, on sait faire. Et alors moi, il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi qui est, l'évolution du métier de la vente. Notamment, on est très tu parlais d'outils, tu parlais de Mmh. ressources humaines,
un des canaux d'acquisition, mine de rien, pour trouver des clients encore numéro un, ça reste la prospection téléphonique, quoi qu'on puisse Mmh, dire, malgré tout l'argent qu'on peut mettre mmh, sur des canaux d'acquisition en ligne, etc. Mais bon, pour faire la prospection, il faut décrocher son téléphone et, il faut avoir des cibles, mmh, faut comprendre son produit, cet argumentaire, etc. Comment tu vois un peu l'évolution? Donc, tu as lancé en 2013, on est en 2025, à une myriade aussi, il y a beaucoup de concurrents. On en voit et des ouais, concurrents très différents maintenant aujourd'hui aussi parce que tu as maintenant des agences qui proposent de l'automatisation. On pourra en discuter mmh, aussi sur ce qu'on pense de ça, pour l'avoir aussi testé. ouais, Comment tu as vu un peu cette évolution de marché aujourd'hui et tu as photographié un peu du marché justement ouais. des acteurs de la prospection? Alors, effectivement, il y a je dirais il y a 2 choses. La première, c'est que l'évolution, si je le résume, je veux dire, hem, on a l'impression, année après année, qu'il faut faire toujours plus pour obtenir les mêmes résultats qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, nos résultats factuels, c'est-à-dire nos résultats, c'est quoi? C'est le nombre de rendez-vous qualifiés qu'on arrive à obtenir par journée de prospection. Nous, c'est notre North Star KPI number Metric, one. comme on dit. C'est vraiment le Ouais, truc qu'on regarde tout le temps. Et bien ça, tous les ans, on a l'impression de faire plus d'efforts, plus d'outils, plus de méthodes, plus de process, plus de tracking, plus de complexité dans ce qu'on met en place pour obtenir globalement la un même quelque chose. chose de très, très constant. On est entre 1 et 2 rendez-vous qualifiés par journée de prospection. Si je fais des moyennes, évidemment, il y a des écarts, mais tu vois, on est à 1,45 sur le premier trimestre. Je pense que c'est quelque chose de très constant, année après année. En revanche, on a l'effort de Et devoir c'est faire bon, toujours et plus c'est pour bon. obtenir les mêmes résultats. Un 45, c'est tout le monde, c'est pas mal. C'est surtout que tu es sur une moyenne, C'est donc j'imagine que moi, je sais que c'est dur. Moi, je sais que c'est dur. Je sais pas si c'est pas ouais, mal, je sais que alors c'est dur. Je sais qu'il y a des clients qui alors disent: moi je sais «Ouah, que 1 c'est dur rendez-vous aussi. par jour, c'est peu». Ouais, ouais. Ouais, c'est Mais très dur pour ceux voilà. qui En connaissent un revanche, peu le métier. Ouais. Et alors ouais, voilà. Et au pourquoi début, c'est de quand plus on en a plus dur? commencé, Pourquoi c'est de plus en plus dur? parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça et que les prospects sont de plus en plus sollicités. En fait, la tendance générale sur les outils qui se sont développés petit à petit, c'est super, hein, c'est des outils qui permettent de faire plus de volume de prise de contact et avec plus de qualité. Toujours, toujours, toujours. Et l'IA, c'est l'aboutissement de ça. C'est-à-dire que ça permet de faire énormément de volume avec des grandes qualités de prise de contact. Donc, on est parti de quelque chose où, bah, pour prospecter, il fallait décrocher son téléphone, tu faisais tes 80 à 100 appels par jour et tu obtenais tes rendez-vous, pour arriver à quelque chose où, dans la journée, il faut passer 80 appels, mais il faut aussi envoyer 150 mails, 20 demandes de mise en relation LinkedIn, traquer les messages et puis faire des messages identifiés, individualisés pour chacun des prospects, etc. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que comme les outils permettent de plus en plus de faire du volume et de plus en plus de qualité, il est toujours plus difficile de sortir du bruit ambiant de la prospection. Et donc, il faut faire toujours plus d'efforts pour obtenir globalement les mêmes choses qu'avant. Ça, c'est la première tendance dans la prospection. Et on y reviendra après, je pense, mais je ne sais pas jusqu'où ça va aller comme ça, tu vois. Mais Ouais. on est sur un nivellement par le haut, dans tout le monde a de plus en plus de moyens pour faire beaucoup et de très grande qualité. C'est un vrai sujet parce que ça change profondément le métier. Ça vient un peu rebattre un peu les cartes sur où il faut apporter la valeur. Ok. Et on y reviendra sûrement après. Et la deuxième tendance, c'est de dire il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Effectivement, moi, quand je l'ai lancé, honnêtement, on n'était pas très nombreux, hein, et assez Mmh. rapidement, on se connaissait plus ou moins tous. Maintenant, il y en a plein. Je découvre des concurrents tous les mois, pour pas dire toutes les semaines. Parce qu'il y a pas de barrière à l'entrée sur notre métier et qu'un gars, de 22 ans qui sort, de ses études, il ouvre son laptop et il dit: «Je suis une agence de prospection commerciale». Franchement, s'il est pas trop bête et un peu dégourdi et un peu geek, il est vraiment bon. Il peut vraiment être bon et donc il y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. En revanche, il pourra pas traiter de volume, il n'a pas d'expérience, il pourra pas savoir faire et il pourra pas faire 1000 rendez-vous par mois. Mais il peut vraiment accéder assez rapidement à des outils permettant de lancer des choses de prospection de façon assez qualitative. Donc il y a énormément d'acteurs qui se sont montés et dans ces acteurs, il y a quand même 2 choses. Il y a ceux qui automatisent tout et donc qui sont des toutes petites équipes en général et qui basent la prospection sur exclusivement des outils. Et il y a ceux comme nous qui ont des équipes et qui font de la prospection avec des humains, parce qu'il faut préciser ça comme ça, des humains, des vrais business développeurs qui Mmh. savent parler à un prospect, qui savent éveiller sa curiosité et prendre des rendez-vous. Et là, il y a vraiment 2 écoles, ceux qui veulent avoir des équipes et ceux qui n'en veulent pas. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis sur l'énergie supplémentaire chaque année pour finalement aboutir au même résultat. En fait, si tu Mmh, regardes aussi dans d'autres canaux d'acquisition, je sais que vous faites pas mal de gros, c'est la même chose en fait en SEO.
Mmh, en ads, les campagnes, Facebook, les campagnes en fait, dans tous les canaux d'acquisition, en fait, c'est de plus mmh, en plus coûteux et dur et difficile. Et aussi dans les que ce soit chez Fidae ou même dans d'autres aventures passées, hem, il te faut toujours de plus en plus de compétences pour pouvoir, en fait, aboutir au même résultat. Il te faut, de mmh, plus en plus de compétences de tracking, analytique, heu et du coup, c'est une complexité à gérer en termes de compétences. Oui, il te faut toi, tu as ton business développeur, tes business développeurs, on va y venir juste après, qui sont en fait ta ressource première qu'il faut bichonner, bien recruter, on va y mmh, venir. Plein de questions là-dessus à te poser. mmh. OK. Mais je suis assez d'accord avec toi et c'est ce qu'on voit aussi. Pareil, quand tu regardes aussi LinkedIn aujourd'hui, enfin, tout devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de Mmh, plus en plus de monde. Et c'est une vraie problématique. Moi, j'ai le souvenir, j'avais un client il y a pas longtemps qui me disait, moi en fait, prospection, enfin, tous ces canaux d'acquisition online, un gars un peu expérimenté, un peu, on va dire, mmh, mmh, entre nous, un vieux de la vieille, me disait, mmh, moi ça me gonfle en fait, il y a de moins en moins de contacts, ça demande énormément de compétences, mais je n'ai pas ni l'énergie ni les moyens de m'y mettre. mmh. Ça rajoute des barrières à l'entrée et des coûts. Ouais, ça je le comprends très bien parce que oui, le métier s'est vraiment complexifié et aujourd'hui, pour faire de la prospection, il faut être, un peu tech pour utiliser plein d'outils, si Ça, possible les coordonner entre eux, voilà et faire de l'automatisation. Faut être un bon copywriter parce que la qualité de l'écriture des messages, est essentielle, machin. ouais, Il faut avoir une voix chaleureuse, qui voilà, il faut savoir questionner, il faut avoir la capacité de passer 100 appels et de se faire, envoyer sur les roses, 74 fois ou presque. Voilà et tout ça sont des compétences qui sont très très différentes. très diverses et très Mmh. rarement chez toutes réunies chez la même personne. Parce Ah que bah c'est non. vraiment très, très différent et je comprends qu'on puisse dire aujourd'hui: «Franchement, c'est trop compliqué de s'y mettre, je choisis de ne faire qu'une seule chose». Il y en a qui font ça très bien, hein. Ils disent: je fais Ouais, que du réseau physique et du serrage de mains et des restos à midi». Et bah, OK, pas de problème. Si on excelle dans un canal, pourquoi pas? Je comprends que ce soit un peu désespérant pour quelqu'un qui dit: «Si je m'y mets aujourd'hui, il faut que je comprenne, comment on constitue des fichiers, comment on route des emails, quelles sont les règles et les bonnes pratiques de LinkedIn entre, la partie communication, la partie prise de contact, quels bons outils pour, adresser des numéros de téléphone». C'est d'une complexité, c'est ouais. vraiment c'est vraiment monté d'un cran très fort. Et alors toi, ton savoir-faire numéro un, c'est quoi aujourd'hui? Bah, je dirais que c'est vraiment la coordination de tout ça. C'est-à-dire que OK. nous, je pense que notre savoir-faire, il est un mix. C'est le point de départ. Je te dis que c'est un mix entre les outils et les équipes. Je rajouterais outils et méthodes, tu vois, les process et les équipes, et ça reste ça. C'est-à-dire que notre qualité numéro un, c'est justement d'avoir et des personnes capables de faire du développement commercial. Donc ça, c'est des vraies qualités humaines, c'est du savoir-être, ok. Et d'avoir les bons outils et les bonnes méthodes parce que ça fait 10 ans qu'on fait de la veille, qu'on teste des trucs, qu'on Ouais, prend des outils, qu'on abandonne les autres, et cetera. Et dans notre ouais, promesse, un peu, c'est toujours, bah, on aura toujours les bons outils parce qu'on passe notre temps à en tester. OK, voilà. Et c'est cet équilibre-là. Et c'est très difficile de le maintenir. ouais, bien sûr. Ouais. Et alors moi, j'en rajouterais une parce que tu es quelqu'un de très humble, c'est, ta capacité à recruter et à avoir les bons devs, les bons business développeurs. Ouais. Ouais. C'est et là, du coup, j'ai une question, comment on fait pour recruter des bons biz dev aujourd'hui? Je pense que si tu poses la Mmh. question Bien à sûr. 100% des entrepreneurs, entrepreneuses, c'est quoi votre principale problématique? C'est de trouver Ouais. des bons commerciaux et des commerciaux que Ouais. j'arrive à garder. C'est tellement difficile de les trouver, et puis des commerciaux avec des profils Et de les chasseurs garder. parce que Mmh. et les garder. Mmh. Et toi, tu dû en recruter quand même un paquet depuis Beaucoup, 2013? bah, ouais, je j'ai pas le chiffre en tête, mais beaucoup parce que Ouais, ce sera bon, je te intéressant. dirais qu'on a évidemment du turnover sur Bien ces sûr. sur ce métier-là, sur ce poste-là, bien évidemment. Il y a du turnover Mais pour, je dirais pour allez, pour 2 raisons, au moins 2. Allez 3. Le premier, c'est que, il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire à ce métier, qui essayent de faire ça, et en fait, c'est un métier qui est assez particulier parce qu'effectivement, tu sais, on a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Dans la journée d'un business developer, il est plus qu'à moitié vide. En fait, c'est réellement, tu bien passes sûr. 80 appels pour parler à 8 à 10 personnes au max pour obtenir 1 à 2 rendez-vous. Donc te si tu n'arrives pas à faire abstraction de tes 70 appels inutiles et parfois même un peu désagréables, en fait, ta journée est un enfer. Donc ça, cette capacité-là, qui est très difficile à détecter en recrutement d'ailleurs, la première chose, c'est qu'il y en a, ils pensent qu'ils vont y arriver, en fait, ils n'y arrivent pas. Ils ne se font pas à ce truc-là, Mmh. ils prennent les refus à titre perso et donc leur journée est un enfer.
Le 2e truc, c'est que, c'est un métier qui est usant. Pour ceux qui y arrivent malgré tout, c'est un métier qui use, OK? Donc, Mmh, il y a du turnover naturel parce que les gens qui font ça, bah, ils ont envie de faire autre chose au bout d'un moment mmh. et je le comprends, OK? Il y a pas de souci, je peux comprendre et j'en ai vu plein et il y a plein de gens qui sont passés chez nous avec qui ça s'est hyper bien passé et qui sont allés faire autre chose après et je peux comprendre que ce soit le cas. Même si on a aussi des gens qui sont là depuis très longtemps et qui, je pense, sont hyper à l'aise dans ce métier, qui s'éclatent et qui s'épanouissent aussi. Mais il y en a qui font ça pour un passage, tu vois, avant une autre expérience. Et puis le 3e truc, c'est tout bête, c'est que comme c'est rare, bah, ils sont hyper dragués et que les développeurs, il y a Ah soit ouais, ils des se font chasser. ils sont chassés à Les fond. très bons, ouais. Quand tu as un très bon qui Bah arrive ouais, à décrocher un rendez-vous, celui qui a accepté le rendez-vous, il dit: «Ah mais toi, où est-ce que tu bosses? Où est-ce que exactement. Et tu même vis?» moi, je le Bah ouais, fais, bien sûr. hein. Moi, quand je reçois Ah du cold bien, call, je j'aime bien les sais. prendre et après je leur dis: «Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu bosses où? Qu'est-ce que» Mais tu voilà, sais quand que ils sont bons, ma première commerciale chez Fidèle, c'est quelqu'un qui a réussi à me vendre un produit que je me suis très peu servi. Et je m'étais dit, ah bien avec sûr. Célia, le jour où j'ai les moyens de me prendre un commercial, Ouais, je recrute cette nana. ouais. Et elle est chez nous, non. Mais je vois très bien. Mais, et alors, alors je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur le côté usant et, moi je dis toujours à toutes mes équipes et depuis toujours je dis: «Mais attendez, le métier de vendeur, c'est le plus dur. Tout ce qu'on fait, c'est tout le monde a un métier difficile et, être développeur, rester à la page des technos, c'est difficile. Être product owner, c'est difficile. Mais franchement, vendre, c'est tellement dur. Et toi et moi, j'ai envie de dire qu'on est, je pense, les premiers sales de nos boîtes. C'est nous Bien sûr. qui avons vendu nos premiers contrats. Moi, je fais ça toute la Mmh. journée, toutes les semaines. C'est dur, en fait. C'est vachement Mmh. difficile. Et, Mmh. et avoir ces gens qui ont cette capacité à tenir la cadence et à pas prendre ça à titre perso, c'est vrai que c'est Ouais, vachement dur. ouais. Qu'est-ce que tu regardes quand tu recrutes, toi, un commercial? Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous recrutez aujourd'hui? Ouais, Parce alors, que bah, j'imagine ça que a tu as évolué. éprouvé énormément de méthodes. Alors bon, il y a pas de recette miracle évidemment, on a testé vraiment, vraiment beaucoup de choses et globalement, on est devenu au fil des années de plus en plus exigeant, je pense. On monte notre niveau d'exigence année après année face aux difficultés et aux problèmes que ça pose de faire des erreurs de recrutement évidemment, hein. Donc on est parti de très loin, hein, tout au feeling, quand c'est moi qui m'occupais encore du recrutement, c'était pas Au très début? processisé. C'était, «Il est sympa, il a une bonne énergie, il vient». Voilà. Ensuite, on a une autre phase où on était un peu plus vraiment plus structuré, mais très ouvert. C'est-à-dire qu'on sélectionnait des personnes ou des personnalités qui nous semblaient matcher et on s'est dit: «Et on lui apprendra le métier». OK? Et on OK, acceptait d'avoir un temps de formation interne assez long et donc on n'exigeait pas, par exemple, une expérience en prospection. Et notamment, on partait du principe que, après tout, pourquoi pas, quelqu'un qui n'a jamais fait, bah, il peut faire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a eu là-dessus beaucoup de déconvenues, honnêtement, sur des gens, même plein de bonne volonté, même plein d'entrain et même plein mmh, d'énergie, qui ne passent jamais ce cap du 80%, 80% de refus. Et donc, on est petit à petit arrivé à, en fait, on va recruter des gens qui ont déjà une expérience, qui ont déjà éprouvé la prospection, qui ont déjà vécu ce que c'était. Et les gens qui ont déjà vécu, à ce moment-là, on peut aller un peu plus loin dans, OK, on en parle et qu'est-ce qu'on va faire et comment, et cetera. Et on a structuré un processus de recrutement maintenant qui est en plusieurs phases. On a un premier échange téléphonique, 10-15 minutes, juste pour un peu, jauger. Donc au téléphone, tu vois? Important parce qu'après c'est quand même la voix. normal. Ensuite, on a un entretien, plutôt formel avec côté RH, donc c'est soit notre responsable RH, soit notre responsable de recrutement et une des managers, c'est des filles chez nous, les managers des équipes, OK? Donc à 2. Si ça roule bien, on poursuit le process. Dans le process, ensuite, il y a une simulation d'appel. Donc on donne un brief. Et le candidat, en fait, il nous appelle pour nous prospecter et donc on a quelqu'un qui reçoit l'appel et qui joue le prospect. On va vraiment sur la vraie mise en situation et après tout ça, on a un dernier round qui n'en est pas un, qui est pas un round de sélection, c'est qu'on lui fait rencontrer, 2 business développeurs de chez nous et on les laisse parler et se dire la vérité sur le métier, poser toutes les questions qu'ils veulent et tout et tout. Et donc ce process-là, il est fait pour à la fois vérifier la capacité en termes de pure compétence et d'expérience, OK? OK. Hem, Jauger l'adéquation plutôt, humaine, heu, se faire une idée sur de la pure technique, qu'est-ce que ça va donner après, la voix, l'argumentation, la réponse objection et se dire les choses pour de vrai en disant: «On va travailler ensemble sur ce métier-là», donc là, tu vois? Donc il y a vraiment tout et chacune de ces étapes a vraiment son rôle à jouer dans un process de recrutement. Et donc maintenant, on est structuré comme ça, on est devenu, je te dis, très exigeant sur le côté, compétences, expérience passée et cetera.
Et C'est-à-dire que malgré tout tu ça, tu au fil exiges du tu temps. exiges tu exiges excuse-moi, je me Ouais, permets de te couper, Jean-Michel, tu exiges une expérience, tu recrutes oui, plus sans expérience? ouais, OK. exactement, OK. exactement. OK, OK. Et malgré tout ça, tu te doutes bien que c'est pas une solution miracle et que ça fait pas 100 Ouais, réussite. bien Ce serait sûr. trop facile. Et alors, tu as recruté, OK, donc avec un process plus exigeant, ça je l'entends. Qu'est-ce que tu te mets comme, je sais pas si c'est le bon terme, garde-fou, mais comme étape lors de la période d'essai, en fait? Est-ce qu'il y a des jalons, des étapes, des KPI que vous suivez de manière extrêmement précise Ouais. pour vous dire: «OK, en fait, on va faire un bout de chemin ensemble» ou faut Mmh. arrêter avant la période d'essai? C'est Là aussi, on est vraiment au fur et à mesure du temps monté en compétences, en exigence sur ce sujet-là. On a un process très structuré sur toute la première semaine. C'est-à-dire que vraiment un process d'intégration chez nous d'un business developer, il a, par tranche de 2 heures pendant toute la première semaine, il a 3 jours où il reçoit beaucoup d'informations, il voit tout, tous les outils, toute la méthodologie, tous les process, tout le qui fait quoi, et cetera et il est en observation d'un business developer qui est son parrain ou sa marraine, tu vois, qui va l'accompagner et ensuite, il a 2 jours de sa semaine où lui, il va commencer de la prospection en étant lui-même observé, accompagné, drivé, et cetera. Donc on a un process vraiment bien défini de 5 jours qui lui permet d'appréhender toute l'organisation, la méthodologie et de se mettre en action en étant, aidé, OK? Puis il a une 2e semaine où là, il va commencer vraiment le travail de business developer en étant, de nouveau, accompagné, épaulé par et sa manager et sa marraine et je le comprends. responsable de la perf pour continuer à le structurer. Donc toi, tu as 2 semaines hyper structurées pour l'accompagner et après, on va regarder des choses qui sont, je dirais, assez classiques, mais on va regarder en gros si il intègre les process. C'est-à-dire que si il comprend bien le fonctionnement, comment tu organises une journée de prospection pour qu'elle soit efficace, qu'est-ce que tu vas regarder pour prioriser tes appels et ta journée. Donc ça, c'est vraiment de la pure méthodologie. Est-ce que c'est Mmh. bien intégré? On va regarder la quantité de travail, hyper important, hein. La prospection, c'est quand même un truc un peu où plus tu en fais, plus ça marche, hein. Donc voilà, il y a une quantité de travail quand même un peu à assurer, donc on va voir s'il y a la quantité de travail. Et puis après, on va voir assez rapidement les résultats. C'est-à-dire quelqu'un, qui arrive à prendre des rendez-vous dès le début, c'est plutôt bon signe. Quelqu'un qui n'y arrive pas, il faut tout de suite se poser la question: «Pourquoi?» et donc on l'accompagne, beaucoup au début parce qu'il y a des choses qui peuvent se régler assez rapidement et donc si on a un business développeur qui est pas en train de péter tous les scores la première semaine, on s'affole pas, on n'est pas en train de dire: «Ah ça marche pas, au revoir» et il faut qu'on suive ça de très près et on a même, 2 petites étapes avec des quiz, pour un peu scorer sa compréhension et l'acquisition de la méthode. Donc puis tant qu'il a pas 100 ben, on va revenir, refaire, reformer, lui refaire un atelier. Donc tout ça, ça dure, on va dire allez, 1 mois et en 1 mois, quelqu'un chez nous, normalement, il a eu tous les éléments et toute la possibilité vraiment de monter en compétences et eu le temps de prouver qu'il maîtrisait méthodologie, quantité de travail et atteinte des premiers résultats. Ouais, OK. OK, OK. Et super intéressant. Et alors l'IA dans tout ça? Et Et l'IA parce que dans là, tout c'est ça. Ouais. i non, mais c'est hyper intéressant là, je trouve, c'est la discussion qu'on vient d'avoir sur, l'évolution de ton métier, la difficulté, Mmh, d'atteindre les mêmes résultats année après année, mmh. la complexité de recruter, on a vu tout ça. Et tu parlais que je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait votre savoir-faire? Tu as parlé d'abord d'outils et de business, cette espèce de Mmh. capacité à manager les 2, à coordonner tout ça. Le Prompt, c'est aussi un podcast où on est là pour parler de cas d'usage concrets d'IA. Comment tu vois l'IA dans ton secteur d'activité aujourd'hui? Heu, ça, c'est une Alors, première question que je voulais te poser. je vois l'IA comme, je le dis comme ça, comme à la fois une menace et une opportunité. Vraiment, je trouve que OK. je le mets dans les 2 cases, Tu le mets dans les 2 cases. OK. ouais, je le mets D'accord. vraiment dans les 2 cases. Sincèrement dans les 2 cases. 1er truc, c'est alors moi, je trouve ça génial, je suis pas geek, pas tech, pas dev, mais j'aime bien, tu vois? Je trouve ça absolument fantastique. Quand ChatGPT est sorti, je trouvais que c'était de la magie, c'est la science-fiction, j'adore, je mets les Ouais. mains dedans On et a fait donc quelques nocturnes. ouais, voilà, comme tout le monde, tu vois? On va: «Qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable?» donc moi, je suis plutôt enclin et puis notre positionnement, hein, comme je dis, ça a toujours été un peu, bah, les meilleurs outils avec la bonne équipe et ce bon mix. Donc tout de suite, l'idée, c'est de dire: «OK, ce truc incroyable, il faut que ça rentre un peu, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on l'utilise, il faut que ça nous fasse progresser». Mmh. Donc dès le début, on a commencé à regarder et puis petit à petit, on a intégré, petit à petit des petites choses, et cetera. Mais l'IA participe complètement du phénomène dont on parlait tout à l'heure, qui est le côté de plus en plus de volume, de plus en plus de qualité, de plus en plus de sollicitations et une espèce de nivellement par le haut. C'est assez étonnant, mais dans le secteur, on a un nivellement par le haut. C'est-à-dire que l'IA
permet de contacter énormément de prospects avec des messages d'une très grande qualité, mais du coup, tout le monde pareil, il y a plus de différence. Ce qui est très embêtant pour les gens qui se font prospecter parce que tu ne fais même plus la différence entre un bon commercial ou un mauvais, entre le bon service ou le mauvais, parce que tout le monde a un niveau de qualité de contact qui est très élevé. Donc ça, c'est un peu une menace. Et en même temps, c'est une opportunité parce que bien sûr, ça va transformer notre métier, comme ça va transformer tellement de métiers. Ça va transformer notre métier. Et donc, évidemment, comme tout le monde, on se pose la question de dire comment ça va le transformer en mieux, en plus efficace, en plus agréable, en plus confortable, en plus je ne sais quoi, en plus humain, en plus chaleureux, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça? Et là, il y a 2 choses pour moi, c'est que la 1re, c'est on intègre petit à petit l'IA. On va rentrer dans le détail. Évidemment, on va parler de Fidèle parce que c'est un gros morceau pour nous. On intègre l'IA dans notre quotidien et franchement, ça nous rend meilleurs et plus confortables. OK? Et la 2e chose, c'est que c'est un vrai sujet marketing, c'est-à-dire, hem, est-ce qu'il faut ou pas avoir une offre de prospection par l'IA? OK. Est-ce que c'est une offre complémentaire à ce que l'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est une offre, concurrente? Est-ce qu'il y a un marché pour la prospection par l'IA? Est-ce qu'il y a un marché pour la prospection par humain? Est-ce qu'il y a un marché pour les 2? Et donc c'est une réflexion marketing. Moi, aujourd'hui, ma conviction, c'est plutôt qu'il y a des marchés pour les 2. C'est-à-dire que je discute avec nos clients tout Bien le sûr. temps, je continue à vendre. Il y a certains de nos clients qui disent: «Moi, je veux pas entendre parler de l'IA. Je veux avoir un bon business, je veux le rencontrer, le former moi-même et je veux qu'il parle au nom de ma boîte, et qu'il ressente les trucs et qu'il le vive». Mmh. Et d'autres qui disent, «Moi, tu prends bien les rendez-vous comme tu veux, si tu me fais rencontrer les personnes que j'ai envie de rencontrer, voilà, et que c'est une IA qui l'a fait, j'ai aucun souci avec ça, donc je vais au plus efficace ou au moins cher». Intéressant. OK, voilà. Mmh mh. Donc je pense que ce sont 2 marchés différents. Il y a un marché entre les 2 qui fait un peu les 2. Et Mmh. donc moi, je le vois un peu comme en fait, ça vient créer nouvelle offre, tu vois? Un nouveau segment dans notre métier de la Ouais, toi, ça va même ouais, toi, ça va même au-delà d'utiliser l'IA pour tes, besoins opérationnels. On va y venir. Je vais te poser la question forcément des cas d'usage que tu comment tu as construit ça, mais ça rentre même dans ta roadmap business, en fait, de tes offres. complètement, C'est complètement ton business et alors complètement. justement, avant de réfléchir à se dire: «OK, est-ce qu'on fait une offre couplée avec de la prospection par IA, by IA ou full IA ou un mix avec, mais avec tes bizdev?» quel cas d'usage vous avez exploré? Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, je pense, pour nos éditeurs, moi, c'est une question que j'ai souvent, que j'ai beaucoup de prospects qui viennent nous voir, et qui sont curieux, avec beaucoup de curiosité dans ce marché-là des nouveaux outils qui se lancent, que ce soit, des boîtes comme Fidei ou d'autres, hein, dans d'autres cas d'usage. C'est, la question d'ailleurs, c'est: «Mais par quoi je commence?» Comment vous avez Ouais. travaillé? Comment tu es organisé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as mis en place, d'abord en termes d'organisation? Parce qu'on peut pas tout faire en tant que dirigeant. Comment tu t'es staffé sur ce sujet-là et comment tu as travaillé avant de souscrire à tes premiers outils, puis après à la question des outils et de tes cas d'usage? Mmh. Comment on est organisé? Alors, comment on est organisé pour la veille en général et donc évidemment sur la veille sur l'IA aujourd'hui? Il y a 3 personnes, en gros qui interviennent, hein. On a une responsable de l'équipe growth marketing chez nous. Donc les growth marketers, c'est eux qui vont, heu, mettre en place tous les outils nécessaires à une campagne de prospection. Et chez nous, il y a le business developer et le prospect, mais il est aidé par un growth marketer qui lui va constituer les fichiers qualifiés, faire les automatisations mail, LinkedIn, le CRM, les signatures mail, les agendas, tous les outils, OK? Donc OK. eux, ce sont eux qui utilisent les outils au quotidien. La responsable de cette équipe, Juliette, chez nous, bah, elle a un rôle à jouer dans le choix des outils. Donc elle fait de la veille et elle teste des choses. OK. Il y a une deuxième personne qui a une importance particulière chez nous, qui est notre ex-responsable de la performance, qui est maintenant CRO, CRO. qui est vraiment J'ai vu. celui, voilà, Geoffrey, qui est celui qui Geoffrey. est Bonjour à garant Geoffrey. de, ouais, exactement. J'espère qu'il m'écoute pas quand même. Il a intérêt Qui est celui d'écouter. qui a, il a intérêt. C'est celui qui est garant de, hem, on a une bonne méthodo, on a des bons outils, on est bon dans ce qu'on fait. Tu vois? C'est vraiment notre pure performance. La performance, on se doit de se poser la question tout le temps de notre performance. Donc lui, il est garant de ça, à la fois sur des choses très, techniques de vente, le bon vocabulaire, hein, tu vois? Des choses comme ça, les questions ouvertes, parler au présent, et cetera, et sur la méthodo et les outils. Donc lui, il fait aussi beaucoup de veille et en plus lui, il a une tendance, geek tech à tester tout de suite, il met les mains dedans et il y va direct, donc c'est super. Donc lui, il en fait partie aussi. Et moi, parce que moi, j'adore ce genre de truc. Et donc, dès que je vois passer un truc, j'envoie un mail à Juliette et à Geoffrey. On se dit: «Tiens, regardez, il y a ça. Est-ce que vous voudrez pas vous Mmh. voulez pas qu'on teste?» Et en gros, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps à tous les 3 et surtout à eux. C'est identifier, quand on voit passer un outil ou une méthode, identifier ce qui peut être utile pour nous, ce qui peut nous faire gagner quelque chose. Le tester
si on imagine que ça va nous aider. Et une fois qu'on l'a testé, si on a la confirmation que quelque chose qui nous fait progresser dans notre auto, l'intégrer dans notre stack. Ok, on a toujours fait ça. Dans l'IA, on a fait exactement ça. ChatGPT est sorti, on a commencé à bidouiller tout seul sur ChatGPT, à commencer à demander à ChatGPT de créer les argumentaires commerciaux ou de rédiger des messages des mails de prospection. Et puis après, on est allé un peu plus loin. Donc, on a commencé à mettre les mains dedans, on est allé un peu plus loin. Et globalement, ce qu'on a intégré en premier lieu, donc c'était plutôt sur la partie structuration d'une campagne de prospection. Ok, donc quand on structure, OK. c'est notre client, nous, il nous brief. Et là, on a utilisé l'IA pour structurer, c'est-à-dire identifier avec précision qui sont les cibles, quels sont les personas, quelles sont les problématiques sur lesquelles on va appuyer, avec quel élément différenciant, ce qui crée des scripts et ce qui crée des séquences mail. Ok, et ça, vraiment, Si on on en a s'a fait une Ouais, plateforme, on s'est fait développer une plateforme basée sur ChatGPT. OK. OK, donc tu as d'abord, là, ton objectif, c'était quoi? C'était de réduire le temps, d'améliorer le fond, avoir un maximum de matière plus précise pour pouvoir bien former mes BizDev à lancer une campagne et aussi c'est tu avais un ob c'est ce que ça te prenait bout c'est quoi un peu le ROI d'avoir fait ça? C'est tu as réduit le temps, de lancement de campagne? Tu peux lancer des Ouais. campagnes plus vite? Comment tu as mesuré, ça Exactement. après? Alors là, il y a un truc très facile qui s'est concrétisé sous nos yeux très facilement. Quand on démarre Ouais, une campagne pour un client, quand on démarre une collaboration, le client, il fait ce qu'on appelle le briefing. En gros, on se fait une réunion qui dure 1 heure et demie ou 2 heures et il vient, lui, nous dire tout ce qu'il a à nous dire pour qu'on soit capable de prospecter pour lui. On retient tout ça et en général, la chef de projet qui pilote tout ça, elle bloquait la demi-journée qui suivait parce qu'il fallait qu'elle remette toutes ces infos dans l'ordre qu'elle pour redigère. créer le cahier des charges pour le fichier, écrire le script, rédiger les messages, etc. Pour ensuite les soumettre au client pour qu'il nous valide tout ça. Et ben cette demi-journée, elle ne les bloque plus. C'est-à-dire qu'on met tout ça dans notre plateforme, qui nous sort tout parce qu'on a beaucoup prompté. Geoffrey, il a fait un boulot incroyable là-dessus. On a une plateforme qui est maintenant capable de faire 10 fois, 100 fois plus vite et de bien meilleure qualité parce que c'est quasi exhaustif, ça n'oublie rien et c'est vraiment très, très, très complet. Et ben, cette demi-journée, elle a été gagnée. Et donc, quand je dis qu'on fait 250 clients par an, on a gagné 250 fois une demi-journée. C'est pas rien. Ouais, c'est Plus le énorme. confort, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. c'est vraiment énorme. Ça, c'était Ouais, la tu première gagné plus de 100 jours de application prod par an, principale. quoi. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu Ouais, t'es vraiment. dégagé plus de 100 jours d'un chef de projet, c'est monstrueux. Et du confort, parce que les chefs de projet, c'était pas forcément une demi-journée très agréable, tu vois, parce que tu vois ce que c'est de Ouais, bien reformuler, sûr, faire la reposer, bien synthèse structurer les mails, machin, synthétiser et tout, et puis ils font capacité de autre chose rédaction et aussi à tout. Alors que côté, ouais. voilà, et puis t'es dérangé. Ça, ChatGPT le fait hyper bien. Vraiment, bien Donc prompté, en fait, c'est hyper bien. tu attaqué, tu attaqué la première étape de ta prestation. Ah, OK. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est que tu nous expliques, ce que tu as testé qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a d'usage? Tout à fait. Il me vient en tête 2 choses. Alors la 1re simple, c'est les messages sur LinkedIn. OK? Donc la prospection sur LinkedIn, donc demande de mise en relation avec note personnalisée, messages et cetera. Et là, il est sorti les premiers outils qui mettaient de l'IA pour rédiger des messages individuels pour chacun des prospects, basés sur la lecture de son profil LinkedIn, pour pouvoir faire une connexion entre ce qu'il raconte sur son profil LinkedIn et ce que je veux lui proposer. C'est promesse géniale, réalisation bof. En fait, la réalisation, le problème, et là, on n'a pas encore de truc parfait là-dessus. Le problème de la réalisation, c'est que dans 90% des messages que l'IA va rédiger, c'est correct. Alors, c'est pas génial, c'est pas aussi bien qu'un humain, vraiment. Mais bon, ça fait gagner tellement de temps que tu acceptes le c'est correct. Et dans 10% des cas, ça va dire n'importe quoi. Et Et, là, et là, notre client, il pète un plomb. Parce que en fait, ouais, c'est c'est en clair. son nom qu'on dit ça. Et en fait, Bah, on ouais. dit quelque chose à un de ses prospects, potentiellement un client important pour lui, et on lui raconte un truc complètement à côté de la plaque. Et tu peux Donc, pas avoir cette 10% de marge ah non. d'erreur, c'est pas Non. possible. Et même quand on dit à notre client au début, si vous voulez utiliser l'IA, ça peut vous faire gagner en termes d'efficacité et de volume dans 90% des cas, mais vous avez 10% qui sont déconnants, est-ce que vous êtes OK? Même quand il dit oui, au premier ou au deuxième message qui est déconnant, il dit arrêtez-moi ça tout de suite. Et je sais, moi je l'ai fait, hein, le cas. J'ai été toujours en test sur nous d'abord, et j'ai dit à Juliette, débranche-moi cet outil, il me fait dire des choses vraiment idiotes à des gens, ça me Et gêne, vous quoi. en avez testé plusieurs. L'idée, c'est pas forcément
de citer des produits que tu as testés qui marchent pas bien, on n'est Ouais, pas là on pour en a ça, testé plusieurs. mais tu en as testé plusieurs qui font Ouais. ça et à chaque fois, tu as eu ce résultat-là? On a eu sur on a toujours un peu de déchets et donc on n'a pas OK. encore trouvé des choses, qui sont parfaites, tu vois? Du coup, on aujourd'hui, on arrive à faire des trucs, mais tirés par les cheveux. C'est-à-dire, par exemple, tu prépares un listing de prospects et tu fais faire à une IA, tu fais rédiger à une IA chaque message individuel pour chacun des prospects. Et puis tu vas corriger à la main, de lire tous les messages pour voir, pour supprimer. En fait, tu perds le temps que tu avais gagné à le faire. Donc ça n'a plus d'intérêt. Pas d'aller faire valider à ton client le fait qu'il valide bien tous les messages. Quand on envoie à un client une liste de 500 messages différents, en fait, il dit bah non les gars, je vais pas lire les 500 messages pour en supprimer 45. Qu'est-ce que tu as mis, en place d'autre? Là, j'ai des questions sur les, je vois, on l'a aussi chez nous, chez Fidae, le sujet des enrichissements de bases de données, le Ouais, sujet de la joignabilité aussi, j'imagine que chez toi, c'est un gros sujet. ouais. Qu'est-ce que tu as adressé un peu Ouais, on ces a fait, pain points? on essaye plein de trucs, hein, tu vois? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui Alors, marche? enrichissement, OK. qu'est-ce qui marche? Enrichissement de base de données, il y a un outil qui est quand même pas mal qui s'appelle Clay, qui Ouais, permet quand OK. même de mettre un peu d'intelligence dans la constitution d'une base de données et l'enrichissement par des infos intéressantes. Par exemple, quand tu as des critères de ciblage classiques, tu peux aller un peu plus loin en disant: «Je voudrais me trouver des entreprises, j'en sais rien, qui, utilisent la suite, Microsoft et et qui exportent». Bon, c'est des critères quand même difficiles à trouver. Donc tu vas avoir des IA, des outils comme ça qui sont capables d'aller vraiment chercher de l'info sur chaque prospect pour voir s'ils sont bien dans tel ou tel cas. Bon, l'exemple que j'ai pris est pas bon, mais tu vois, ils peuvent aller chercher un peu de l'info. Donc ça c'est pas mal. Encore une fois, la perfection, elle y est pas encore, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça peut faire gagner du temps. Donc on peut avoir des outils qui permettent d'aller enrichir la base de données et rédiger des messages, personnalisés pour chacun des prospects en fonction de la lecture du site, de la page LinkedIn, des choses comme ça. Ça, c'est pour, ça, c'est pour l'enrichissement. Après, qu'est-ce qu'on a testé qui d'autre? Il me semble que je voulais dire un truc, attends, j'ai oublié. Non, je ne sais Sur la plus. joignabilité, non, tu as pas Ah oui, testé sur la des journalité, bien sûr. Sur la ouais, journalité, 2 ouais. choses hyper, factuelles. Mmh. On a, fait développer des callbots, donc des robots capables de OK. passer des coups de fil, OK, vraiment, donc avec une voix humaine qu'il clone et avec une IA qui est capable de lui faire suivre un scénario. Et donc ça, on s'est appuyé sur une boîte qui est basée à Bordeaux il y a longtemps, hein, qui s'appelle Locuta et avec qui on a bossé il y a 3 ans maintenant, donc c'était vraiment c'est il y a longtemps en termes d'IA. Ouais, ouais. Pour faire 2 callbots. On avait 2 idées. Le premier, c'était un callbot qui permettait de vérifier les informations dans un fichier de prospection avant qu'un humain, un business developer, investisse du temps dans la prospection. Donc en gros, c'est un callbot qui va appeler tous les numéros, qui va vérifier que le numéro est bon, monsieur Durand est bien le directeur, informatique et qu'il est bien joignable à ce numéro-là, un truc comme ça. Ça, c'est un callbot qui a marché tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, on constitue un fichier, quel que soit le moyen, et ensuite on le fait passer dans la machine pour que le callbot appelle tout le monde, pour qu'ensuite dans ce fichier, on ait toute une part de ce fichier qui est bien vérifiée, et on sait que notre business developer, quand il va attaquer par la partie vérifiée, et il sera efficace tout de suite parce qu'on a enlevé la partie non qualifiée du fichier. Mais du coup, le callbot, il fait quoi? Il m'appelle, Ouais. il vérifie si, «Bonjour, est-ce que vous êtes bien Sylvain Delis?» Donc moi, Sylvain Delis, je vais parler à un bot, en fait, c'est ça? Alors, Il va me dem on fait comment pas ça sur les portables. Ça OK. n'a d'intérêt que quand tu as le numéro, le standard de l'entreprise. Donc tu vas appeler au standard et dire voilà, en fait, je cherche à joindre votre directeur commercial. Est-ce que c'est bien Monsieur Durand? Est-ce que vous pourrez me donner son adresse mail, s'il vous plaît? On te dit bah oui, oui, c'est bien lui. Et donc, tu as vérifié que le numéro était le bon de la boîte, que ce gars-là, il serait bien joignable à ce numéro, et accessoirement, tu as vérifié son adresse mail. Donc le callbot, il va juste te dire si les infos du fichier sont fiables ou pas. Mais ça fait gagner un temps fou au BizDev parce que la part du fichier qui est pas bien qualifiée, avant, le BizDev, bah, il allait se confronter, appeler à bon, alors c'est quoi le numéro, etc. Et il allait perdre du temps. Ok. Ça, c'est un callbot qui a marché. Le deuxième callbot qui n'a jamais marché, Dieu sait qu'on a essayé, c'est celui qui est capable de prendre des rendez-vous, de prendre des appels. Alors au début, on pensait pas prendre des appels, mais au moins que le callbot appelle et qu'il fasse en gros le pitch au standard en disant bonjour, je cherche à joindre votre directeur commercial, Monsieur Durand, est-ce que vous pouvez me le passer? Et qu'il nous passe l'appel au moment où il le passe de l'autre côté. Ok. Un transfert. De faire un transfert. Et ben ça a jamais marché, c'est hyper laborieux, ça nous passe des appels au mauvais moment, ça les passe pas quand il faudrait les passer, et cetera. On n'a jamais réussi à faire ce truc. C'est pourtant la promesse de beaucoup de Bien sûr. startups en ce moment. Que Ouais, ce soit aux US, ouais, tu regardes le badge d'Y Combinator, il y a je ne sais pas combien de dizaines de boîtes qui font ça ils font ça, et exactement. et beaucoup communiquent sur, des succès fous là-dessus Mmh. et ça, du coup et ça, vous
vous essayez de le quand même de le craquer avec d'autres acteurs? Vous avez mis ça de côté pour l'instant? Alors, en ce moment, j'avoue que non, on a un peu laissé Mmh. tomber. On s'est beaucoup cassé les dents là-dessus, vraiment, on a vraiment OK. beaucoup essayé. Donc on fait des tests, c'est un peu laborieux. C'est-à-dire qu'en gros, on te passe quelqu'un et du coup, le gars, il est déjà en ligne depuis 30 secondes, il attend, donc ça marche pas, ça va pas passer au bon moment. Ou alors on Ouais, te et le puis en passe, termes en fait, d'expérience. tu crois avoir le bon, tu es au standard, donc faut recommencer. La personne au Mmh. standard, elle dit: «Mais j'étais en train de parler à quelqu'un, pourquoi vous me passez quelqu'un d'autre d'un coup?» Enfin, non, ça marche pas du Mmh. tout. En Ça termes marche d'image, pas? c'est cata. OK. Donc c'est pas bon. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les autres cas d'usage que tu as? Est-ce qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas évoqués là? Donc, Le il y a le le setup des le campagnes, Le la super la cas la d'usage, génétique. c'est l'agent IA, business developer quoi, l'agent d'IA, IA SDA. C'est-à-dire que c'est la promesse de certains SaaS aujourd'hui qui disent: «On peut avoir un agent IA capable d'enchaîner toutes les tâches nécessaires à la prospection». Là, je parle pas de la voix, genre je vais enlever la voix, je vais enlever l'appel, mais toutes les tâches d'avant. C'est-à-dire, heu constituer une base de données qualifiée qui correspond au brief qu'on lui a donné, rédiger des messages, les adresser, les router, répondre aux questions, faire une alternance entre mail et LinkedIn, etc. Tout ça, ça a l'air d'être un enchaînement linéaire de tâches que l'on pourrait faire par une IA de façon découpée. Donc ça a l'air faisable et il y a des gens qui promettent que c'est faisable. Mais dans les faits, moi, j'en ai pas encore vu capable de faire ça. Il y a des Mmh. outils qui commencent à le dire, qui commencent à tester. Et après, il y a l'autre question qui est la qualité. C'est-à-dire si oui, ils sont capables de cibler des gens et de leur envoyer des mails, est-ce qu'ils ciblent vraiment toujours les bons? Est-ce qu'ils leur envoient des mails vraiment toujours pertinents? Donc ça, on est en phase d'exploration là-dessus et de test. Le jour où je trouve vraiment un agent IA, ah oui, je pense que je rajoute une offre chez Recom qui dit prospection via un agent IA. On brief cet agent IA à votre campagne, on s'occupe de tout, on monitore tout, et voilà. Ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, il y a la promesse, mais il y a pas la réalisation. Ce que c'est en train de faire, en fait, ce qui est en train de ce que j'entends, c'est que tu parlais tout à l'heure quand on a démarré la conversation sur, plus d'énergie, plus d'outils pour pouvoir Mmh. faire les mêmes perfs. J'ai le sentiment que l'IA va tu as évoqué plein de tâches, préparation de fichiers, des discours, va peut-être réalléger ou en tout cas, te permettre d'automatiser une partie de tout ça. Il y a une question, moi je débat souvent avec d'autres, clients, même des partenaires, qui font des agents vocaux aussi, c'est quel est toi, ta tu veux encore, le savoir-faire quand même vous avez, c'est d'avoir des BIZEF qui ont un discours, le bon discours à la bonne Mmh. personne est capable de convaincre quelqu'un de dire: «Bah, ouais, en fait, j'ai bien envie de discuter avec vous, ça m'intéresse d'avoir, une démo, un rendez-vous». Heu, la partie vocale, avoir une IA où, on a vu il y a 2 ans la latence, si on avait, maintenant aujourd'hui, sans enfin, c'est même si on a encore un peu, ça ils ont les technos ont quand même bien travaillé là-dessus. Mmh. Hem, après il y a des s qu'est-ce que tu penses toi de cette étape-là ultime, que vendent déjà certaines startups de, «J'ai plus besoin de sales»? Ouais. Mmh, moi, j'y crois pas encore. Je me dis, après tout, l'IA a tellement évolué dans les 3 dernières années que il y a pas de raison que ça ne devienne pas possible. En revanche, je l'ai toujours pas entendu. C'est-à-dire que j'ai déjà eu d'appels d'IA, c'était des choses, et cetera. Évidemment, ça a progressé de façon incroyable, mais encore pas assez pour faire le job d'un humain. Je n'ai pas vu une seule IA arriver à la cheville d'un de mes D'un bon business. wise-up, Bah, bien sûr. vraiment, il y a pas Bon, bah, photo. c'est pareil. Il y a pas photo. Mmh. Et comme, encore une fois, le phénomène, c'est-à-dire, si une IA devient capable de le faire, ça va niveler par le haut. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir des appels de prospection IA parfaits, et cetera. Et donc, la différence, l'imperfection, la chaleur de la voix d'un humain deviendra différenciante. Donc, en fait, je continue à miser sur Mmh. la capacité humaine. Parce que soit l'IA marche pas et il faut continuer à avoir des bons humains, soit l'IA marche et il faudra absolument avoir des bons humains Ouais. pour faire la différence. J'ai forcément envie d'évoquer avec toi le sujet de la data, l'analyse. Tu parlais de milliers de rendez-vous, des centaines de rendez-vous par mois. Tu draines des fichiers, sur des tas de sites différents, donc tu as un sujet chez toi qui est la data, Mmh. et une data qui a été extrêmement sous-exploitée depuis des années, on va pas y revenir, c'est, forcément, bah, les conversations qu'on peut Mmh. avoir avec ses prospects, avec ses clients. Je reprends le chiffre, je pense que je le dirai souvent dans ce podcast, mais, moins d'1 % des appels sont analysés aujourd'hui, que ce soit sur du service client, de l'équipe Ouais. commerciale. Comment tu as abordé ce sujet de l'analyse conversationnelle? Parce que je sais que vous étiez déjà dans ces réflexions-là, Mmh. nous on a 1 an, hein, on va fêter nous 1 an la Ouais. semaine prochaine, même si on avait démarré un peu avant, mais en tout cas on s'est officiellement lancé il y a 1 an. Comment tu avais abordé ce sujet de, «Il me faut que j'arrive à analyser davantage, mes calls commerciaux», comment, et tu avais testé des choses Mmh. et après, bah, ouais, j'ai envie de te poser la question, c'est, comment tu exploites ça? Et puis, et quel retour tu as à faire justement Mmh. sur la solution que tu utilises aujourd'hui?
Eh ben, c'est peut-être sur l'analyse conversationnelle qu'on a fait les plus grands progrès. Tu vois, j'ai beaucoup parlé d'écrit jusque-là sur les fichiers, les mails, etc. C'est peut-être là parce que tu dis la data était sous-exploitée. Moi, je dis elle était inexploitée cette data. Elle était quasiment totalement inexploitée. Moi, il me semble. Hein. Donc, on est parti en disant, OK, en fait, le gros de notre travail, c'est quand même l'oral, c'est quand même les appels, c'est les conversations téléphoniques. Donc ça a toujours été notre matière première principale. Mais en fait, elle s'évanouit dans la nature au moment où on la produit. Donc, en fait, on est parti d'une situation simple qui était de dire, les managers qui managent une équipe de business développeurs, chez nous, ils en managent 6 ou 7, tu vois, et ben, toutes les semaines, ils se contraignent à faire de la double écoute. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à côté de leur business et ils font 1 heure à double écouter pour bien valider, est-ce que la méthode est bien tenue, est-ce que le discours, Ouais. etc. Hyper Mmh. chronophage, hyper chronophage. Et en plus, là aussi, ça tombe plus ou moins au bon moment. Tu sais, tu fais 1 heure à côté d'un business. S'il fait 3 contacts argus géniaux et 2 rendez-vous, tu dis il est fantastique. Si pas de bol, il fait 1 heure où il fait 0 contact argus, tu dis ouais, il fait des journées de merde. Et en fait, c'est assez injuste parce que c'est aléatoire, etc. Et donc ça, c'est vraiment un sujet qui était difficile à traiter, quoi. Il y avait, tu vois, humainement, ça met de la tension, c'est un peu compliqué. Et surtout, il y a rien de tangible. Ok. Et là, on est passé de rien à tout. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec Fidae, on y vient, à l'extrême opposé de ça. Alors effectivement, tu as raison, on est passé par des étapes intermédiaires parce que nous, je te dis, il y a longtemps qu'on fait de la veille, on teste des choses. Mmh. On avait testé un tout premier truc, un outil qui, je sais pas ce qu'il est devenu, qui s'appelait Cognid, qui était le premier truc de reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un outil OK. qui détectait des mots clés quand le business les prononçait pour faire Mmh. apparaître à l'écran des petites pop-up avec des informations complémentaires. Ok. Donc ça, Mmh. on a testé parce qu'on trouvait ça super intéressant de tester ça. Bon, les business, ils ont pas aimé, ça venait plus les perturber qu'autre chose. Donc, soit tu prononçais le mot budget, pouf, tu avais la petite pop-up avec les tarifs qui apparaissaient. Voilà, des choses comme ça. Bon, c'était pas très adapté à nous. Peut-être c'était plus adapté à ceux qui font une vente complexe dans une conversation longue, tu vois, où ils ont une phase découverte. Plutôt la démo de 45 minutes où à la fin tu vas closer. Nous, on fait de l'appel de prospection. C'est souvent très rapide. Ok, donc évidemment, il y a Ouais. Ouais, moins t'as des d'étapes à DLC courtes. analyser, Mmh. etc. Donc on avait testé ça. Après, on a eu un autre outil, évidemment que tu connais, qui s'appelait Mojo, qui était au tout début et qui servait avant tout, au début, à enregistrer les conversations pour se faire des bibliothèques d'appels qui étaient taguées. Tu vois, un appel réussi avec closing de rendez-vous, un appel raté, un appel avec des objections répondues, des choses comme ça. Et là, ça passait encore beaucoup par l'analyse humaine. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des bibliothèques Mmh. d'appels qui permettaient aux managers d'écouter les appels pour ensuite aller intervenir, aider, former, proposer un atelier, etc. etc. Mais ça a été encore ultra chronophage, puisqu'il Ouais. fallait que le manager se balade dans les bibliothèques et donc on partageait des appels en disant tiens, voilà un appel réussi, on le partageait à tout le monde, il fallait que tout le monde écoute l'appel réussi. etc. Donc ça, c'était les premières étapes. Et après, on est arrivé à l'étape vraiment d'après, où il y a de la vraie analyse conversationnelle, donc Fidae, qui nous permet aujourd'hui d'exploiter enfin l'énorme quantité de travail qui est produite tous les jours par nos business. Et là, on a 3 niveaux d'exploitation qui sont chacun tout seul, je veux dire, chacun indépendamment intéressants. Le premier niveau, c'est de la pure productivité. C'est-à-dire qu'en gros, nous, nos business développeurs, après les appels, on leur demande de rédiger un petit commentaire dans le CRM, de dire ce qui s'est dit, et à la fin de la journée, de faire un récap de leur journée à leurs clients. Tu vois, il y a quand même beaucoup de reporting. Quelque chose qui prend beaucoup de temps, est un peu lourd pour les business développeurs, et puis c'est pas toujours très marrant de doter, voilà, le prospect m'a dit que, puis moi je lui ai répondu que, etc., etc. Première chose, retranscription des appels et résumé. Et là, l'outil a vachement progressé et nous, alors là, on parle de confort. Nos business devs, ils reviendraient jamais de la vie en arrière. C'est-à-dire qu'ils auront leur CRM qui se remplit tout seul avec des petites notes qui sont bien construites, qui n'ont pas de faute d'orthographe, qui sont exhaustives, qui n'ont rien oublié. Et tu as un résumé de ta journée à la fin et que tu peux, tu vois, retoucher vite fait et partager à ton client. Magie. Honnêtement, en termes de confort et de productivité, c'est un gap vraiment très important. Ça, c'est le premier point. Et rien que ça, toi, en soi, l'outil, il est déjà super et l'adoption par les BizDev, là, tu t'en doutes, elle est très rapide. Ouais, on était super contents quand ça a Ouais. été lancé, et on nous avait vachement aidé aussi à construire, cette brique productivité Mmh. et je fais une parenthèse, tu vas Mmh. nous dire un peu les 2 autres Ouais, ouais. les 2 autres, use cases, ce que je dis souvent aussi à des clients qui hésitent, c'est, comment ça va être perçu par mes équipes, le fait d'être écouté, d'être analysé, mettons les pieds dans le plat, c'est un sujet Ouais. et heu et finalement, si tu leur montres que ça les aide à alléger leur charge de travail ou les rendre plus performants, ils ont plus de temps pour faire plus de calls, argumenter et cetera. En fait, finalement, tu le meilleur moyen, c'est de leur montrer, que
dans leurs tâches du quotidien, Mmh. ça va les aider. Ouais, Et donc c'est vrai que c'est une brique produit qui plaît beaucoup chez les clients. exactement. Hem, Le 1er point, c'était le confort et ça, on s'y attendait, hein, effectivement, ça va les aider. Il y a eu ouais, un deuxième point que moi, j'avais pas vu venir, c'est qu'ils trouvent plus juste et plus objectif une IA qui écoute tous leurs calls et qui est capable de retranscrire tous les calls et de juger de la qualité des calls que l'aléatoire d'un manager qui vient passer 1 heure avec toi au hasard dans la semaine. Et en fait, ils préfèrent être, à la limite, être, jugés, mesurés sur l'ensemble de leur travail que sur un extrait qui est parfois un peu, pas de bol. Et ouais. ben ça, je l'avais pas vu venir et ça a été perçu comme ça et ça a été perçu hyper positivement parce que plus juste. Ouais. Ouais, et un tiers qui permet d'avoir une discussion plus saine entre le manager et le bizdev au Ouais, final. Parce que c'est pas, peut-être que la note, on peut être pas d'accord avec la note, ouais. mais du coup, c'est pas le manager, il y a pas d'ego, il y a pas Mmh. de Mmh. de biais cognitif aussi autour de ça. Et qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont vous accompagnez ou vous coachez vos équipes aujourd'hui? Alors ça c'est le deuxième point effectivement, au-delà de la pure productivité de nos bizdev. Le 2e point, c'est ça a énormément facilité l'accompagnement des managers dans leurs équipes. Puisque donc le deuxième sujet, c'est les calls sont tous, comment dire? Évalués sur ce qu'on a déterminé comme, tu vois, une espèce de cahier des charges qualitatif d'un call. Comment on introduit, comment on argumente, comment on répond aux objections, comment on close le rendez-vous. Et donc tous les calls sont évaluer là-dessus. Et donc, ça permet, en fait, de façon relativement objective, et donc mieux qu'avant, ce que je disais, à un manager de proposer à certains de ses bizdev de retravailler un des aspects de ses calls, de retravailler les intros, de retravailler l'emploi du temps présent, de retravailler. Et en fait, on propose des ateliers thématiques pour retravailler sur remettre les bons réflexes en fonction de l'analyse des calls faites par Mmh, Fidel. Et encore une fois, tu disais, c'est pas, ouais, il y a moins d'ego là-dedans. En disant, bon, écoute, tu sais quoi, tes calls, ils donnent ça. Tiens, on t'invite à l'atelier mmh, question ouverte de mercredi. Ça te prend 45 minutes, tu viens, ça te remet dedans. Et c'est pour ton bien, c'est pour tes stats et c'est pour ta prime, puisque nos bizdev, plus ils prennent de rendez-vous, plus leur prime monte. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, tu vois. Et en bien fait, ça, sûr. ça aussi hyper bien vécu. Et donc ça allège énormément le travail du manager qui est passé de j'écoute des calls pour les ranger dans des bibliothèques pour me faire une idée à j'ai des analyses relativement objectives et exhaustives de la qualité des calls et des sujets à travailler. Donc ça, c'est finalement, c'est un cas d'usage qui est transverse. On parle de Mmh, productivité, on mmh, parle de tu as des gains chez tes managers, mmh, tu as des gains de productivité chez tes managers, des gains de productivité, heu, chez les bizdev mmh, et puis après une capacité à adapter des plans de coaching, d'être plus pertinent sur tes plans de coaching. mmh. Qu'est-ce que tu vois toi demain, qu'est-ce que vous avez justement tu disais tout à l'heure, on fait plus de 250 campagnes, tu travailles sur plein de secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, Fidèle t'aide à analyser dans des tas de secteurs. Qu'est-ce que vous avez appris, est-ce qu'il y a des choses, vu que vous analysiez finalement pas suffisamment d'appels parce qu'humainement pas possible, Mmh. heu, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui dans le fait d'avoir, plus de données justement sur ta prestation que tu vends aujourd'hui? Et Alors, c'est où est-ce que tu vois où est-ce que qu'est-ce que tu as appris là-dessus? ouais. Et où est-ce que tu penses que vous avez des gains justement de performance? Sur quoi tu as envie de travailler avec tes équipes aujourd'hui là-dessus? Alors moi, je pense qu'on est qu'au début parce qu'effectivement, je vois plutôt des gains pour la suite. Plein de fois, je te raconte le truc, plein de fois, j'ai des clients, pardon, des prospects qui s'intéressent à Recom, qui se renseignent sur ce que Recom fait et qui me disent: «Oui, mais moi alors dans mon secteur d'activité, ça va prendre combien de rendez-vous par jour?» Je dis: «Bah, j'en sais rien, on verra quand on fera». «Oui, mais enfin, vous savez bien, vous avez déjà fait des tas de campagnes dans mon secteur d'activité ou sur cette cible-là, vous pouvez bien me dire». Je dis: «Bah, non». Pourquoi? Parce que toute cette matière et cette data, elle était, je te disais, inexploitée et c'est pas parce qu'on a fait une campagne, en 2021 sur quelque chose qui ressemblait à toi qu'on va produire, la même chose aujourd'hui. Donc ça, c'était basé sur pas grand-chose et donc on pouvait se replonger dans le dossier de tel client pour se dire: «Ah oui, qu'on avait pris combien de rendez-vous pour celui-là?» mais c'était ultra laborieux, ultra artisanal. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que toute cette quantité de travail va pouvoir être analysée. C'est le troisième point hyper important dans FIDE, c'est l'analyse conversationnelle et ce qui se passe dans tel secteur, auprès de tel prospect. Que disent les prospects? Quels sont les arguments sur lesquels il faut appuyer? Et donc de collecter et d'agréger de la data qualitative,
non seulement pour un client à un moment donné et lui dire: «Monsieur le client, vous, dans votre campagne, vos prospects disent ça, ils évoquent le budget dans 30 des cas, la qualité de la prestat dans 40, et ils citent tel concurrent dans 15 des cas», tu vois? Un truc qui était impossible à faire avant et qu'aujourd'hui nos chefs de projet peuvent intégrer dans leur reporting à nos clients, OK? Donc ça, c'est vraiment un vrai truc en plus, c'est l'analyse de la voix des prospects et de ce qu'ils disent concrètement avec les statistiques. Et après, si tu pousses un peu plus loin, mais là, on n'y est pas encore, nous, c'est d'agréger tout ça et de pouvoir donner des éléments statistiques qui donnent un peu de prédictibilité pour la suite, quoi. Et de dire, ah, toi, t'as un SaaS de cybersécurité qui s'adresse à l'industrie, un 35. Ouais, ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, grâce à une solution comme ça, demain, tu vas pouvoir et tu commences à le faire dans tes rapports parce que c'est vrai que souvent, le, et ça m'appelle une autre question que je voulais te poser tout à l'heure que j'ai pas, auquel j'ai pas pensé, c'est que, hem on recherche une performance, une productivité, mais c'est pas des fois, tu as des bons commerciaux qui vont réussir certaines campagnes et des fois qui vont avoir des performances inférieures sur d'autres et on le voit aussi sur Call of Success, on a combien de prestats cartonnent sur certains projets et galèrent sur d'autres. Mmh. Mais en fait, des fois, ils galèrent juste parce que le produit est pas bon, parce que le produit, il est pas sur la bonne cible et en fait, je trouve que finalement, ces tests et j'aime bien cette notion de campagne dont tu parles parce que tant que j'ai pas parlé à des tas de prospects, à des quelques Mmh. centaines de prospects, en fait, je me suis pas confronté au marché et c'est la meilleure étude de marché que je puisse Mmh faire. mh. C'est, me prendre des objections commerciales, mais après, il faut savoir aussi l'agréger, le résumer et le donner à ton client. Donc, une campagne qui marche pas chez toi, finalement, c'est pas parce que tes business sont pas bons, c'est peut-être que des fois, juste, il y a un problème de stratégie de produit, stratégie de ciblage ou un marché ultra concurrentiel Mmh. que ton client même ne se doutait pas forcément parce qu'il croit à son produit, il croit à sa Exactement. boîte Ouais. et Ouais. il a besoin et en fait, là, la data, elle ment pas. Donc l'intérêt, c'est de lui mettre ça. Donc demain, tu pourrais, finalement même, vendre cette donnée-là qui a de la valeur. Mmh. Nous, on réfléchit aussi, tu vois, dans la à créer un indice sectoriel. C'est-à-dire, finalement, heu, quand je fais de la prospection B2B ou quand je suis tu vois, on a beaucoup d'acteurs, je pense dans le voyage, on Mmh. commence à avoir des patterns, des choses et tout, donc on réfléchit à ce genre de sujet pour se dire finalement: «Comment je me situe? Est-ce que je suis bon, pas bon? Quels sont mes axes de progrès?» Et après, de manière intrinsèque sur ton équipe, sur le discours, est-ce qu'il y a des choses, en termes de montée en compétences de tes équipes, de progrès? Là, tu as parlé en fait, ça me permet d'être vachement plus, précis avec mes clients Mmh. sur les raisons de non-aboutissement, de prise de rendez-vous ou de réussite? Pourquoi on réussit? Où est-ce qu'on réussit le mieux pour affiner les campagnes? Mmh. Sur tes équipes en tant que telles, il y a des plans en ce moment que vous êtes en train heu, de mettre en place pour justement encore faire progresser, ton fameux taux de, 1,40 ou De 1,50 dont tu parlais? de prise de rendez-vous. Ouais, alors on fait toujours beaucoup de choses pour essayer de faire progresser ça. Mais tu vois, par rapport à l'analyse conversationnelle et la data, hem, l'objectivité de la data, elle est hyper importante pour progresser. C'est-à-dire que moi, Ouais, un truc qui m'a marqué depuis toujours chez Uncom, c'est que je trouve que les business développeurs, hem ils ont pas toujours une analyse froide et objective de leur propre, campagne de prospection. Parce qu'en fait, c'est pas froid et objectif, tu vois? Tu te confrontes à des gens, tu as une conversation qui se passe hyper bien avec quelqu'un, tu as l'impression que ta journée est géniale et puis tu as quelqu'un qui t'envoie bouler, à 17h et tu as l'impression que tu as passé une journée pourrie. ah, Et en c'est fait, les j'ai montagnes toujours russes. trouvé qu'il y avait énormément d'écart entre le ressenti d'un business developer et les Ouais, je suis d'accord. statistiques pures, froides de sa journée. Et en fait, plus on a de data, plus on a la réalité de la production, du travail et des résultats, et plus on peut progresser de façon objective. Et on essaie de se détacher de la pure émotion qui Mmh. se joue parfois à pas grand chose. Tu passes 100 appels dans la journée. S'il y en a C'est 4 trop qui se dur. passent mal, ceux-là, ils vont avoir un poids dans ta journée. Tu vois. Alors qu'en fait, tu oublies que tu as eu 11 contacts argus, dont trois très positifs, et que en fait, ta journée, elle est pas dégueu du tout, quoi. Ouais, Et ouais. ça, cette data froide, et ben, en fait, elle est hyper importante pour prendre ce recul, tu sais, dont on parlait au début. Pour être bon dans ce métier, il faut avoir du recul, du détachement. C'est terrible, il faut avoir de l'énergie et de l'entrain, mais en même temps du détachement. Et tu peux la mettre en valeur plus Tu peux mettre en facilement, valeur justement, complètement. avec les dashboards et tout. Ouais. Tu peux montrer à ton commercial plus facilement Mmh. parce qu'elle n'est pas noyée que lui montrer le verre à moitié plein. Parce qu'en fait, c'est ce Exactement, qu'on doit faire dans la vente. C'est exactement. regarder le verre à moitié plein. Sinon, faut changer de job. Ouais, Mais c'est ça. Mmh. merci beaucoup, Jean-Michel. C'était super intéressant ce chapitre sur la partie analyse conversationnelle. Juste pour, on va arriver sur la fin de cet épisode. Mmh.
comment tu vois un peu c'est quoi vos chantiers? Donc là, on a une rentrée chargée, hein, Mmh. on voit actualité politique et tout, ça va être Ouais, encore rock'n'roll ouais. pour nous tous. On va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est quoi un peu vos chantiers d'ici fin d'année puisque pas dire tes prévisions, mais ce que tu as en tête de développer? Donc tu as parlé d'outils, peut-être tu réfléchis à des offres IA. C'est quoi un Ouais. peu Alors, moi, je dirais, tes il y a grosses prios? 2. Ouais, si je résume un peu, il y a 2 choses. Il y a un qui est plus dans le dans la vie de Recom, on est dans une phase où on a envie d'appuyer sur notre constance, tu vois? On a eu des phases de croissance très importantes, hein, hyper sympa. On a eu des phases d'hyper croissance où on doublait notre chiffre d'affaires tous les ans et tout, c'était très Mmh. sympa et plein d'adrénaline, mais ça met le bazar dans une entreprise, tu vois? On a eu du mal à se structurer, à avoir des process, les outils et cetera et on est dans une deuxième phase et donc je veux dire, on a eu une grosse phase de progression et de montée d'activité. Puis on est un peu redescendu et maintenant on aimerait avoir une phase de constance, c'est-à-dire d'avoir une équipe euh, constante, Stable. qualitative, stable, de garder nos clients plus longtemps, de garder nos équipes plus longtemps, d'avoir des outils et méthodos peut-être un peu plus longtemps, et en fait d'avoir l'assurance d'un niveau de qualité indiscutable. Ça, quand tu vois le turnover qu'il y a chez les business développeurs, le foisonnement des outils qu'on débranche et qu'on rebranche tous les 4 matins, etc., la constance, honnêtement, c'est pas facile. Et ben ça, ça en ce moment, nous, c'est notre leitmotiv. On voudra avoir la constance. On a changé des choses, on a réorganisé. On trouve qu'en ce moment, on a vraiment une bonne méthodo, une bonne équipe, un bon fonctionnement. Tu vois, on a beaucoup essayé de choses. On parlait des process de recrutement. On estime qu'en ce moment, on en a un bon, qu'on fait 4 fois moins d'erreurs de recrutement qu'avant. On a une bonne façon d'accompagner les clients, qu'on a beaucoup progressé dans la relation client, dans la qualité de nos reporting, etc. Donc, je trouve qu'on a Et vachement progressé. je peux témoigner parce qu'on a bossé ensemble, je peux le dire. C'est Et vrai. donc maintenant, on voudrait de la constance, OK? D'être OK, je vraiment comprends. d'avoir l'assurance de dire: «En fait, on se loupe pas». D'ailleurs, la stat dont je te parlais, qui est le nombre de rendez-vous par jour, en fait, c'est pas la seule. On en regarde 2. On regarde évidemment le nombre de rendez-vous qu'on prend, mais on regarde aussi beaucoup ce qu'on appelle les journées à zéro. Les journées à zéro, c'est l'abominable journée où tu n'arrives pas à prendre de rendez-vous, tu fais zéro. Et Ça, ben, c'est hyper la stat intéressant. qui a le plus progressé chez nous, c'est celle-là. On Ah. partait de presque, 1 journée sur 3, tu vois, on était à 33, on est à 18. Et ça, c'est le signe justement que on fait en fait, on est meilleur parce il n'y a plus d il y a presque plus de journées où on n'y arrive pas, tu vois? Bon, il y a toujours une journée où tu n'y arrives pas, Bien mais sûr. quand tu commences à approcher les 15, c'est que vraiment tu très bon. Ça prouve la régularité et Exactement. l'efficacité de tout ce qui et Ouais, c'est le plus dur. Être constant ouais. dans la vente, c'est tellement difficile. Parce que Parce des que fois, si tu tu fais cartonnes, ouais. tu sais même pas pourquoi, en fait. Et Exactement. Si tu fais 1,5 rendez-vous par jour parce que tu as une campagne qui fait 3, parce qu'elle roule toute seule, et une campagne qui fait 0 tout le temps, tu perds un de tes 2 clients. Et donc tu feras c'est plus que ça, la moitié de ton chiffre d'affaires le mois d'après. Alors que si tu exactement. fais 1,5 pour les 2, là, c'est autre chose. Et donc notre combat, c'est les journées à 0, les journées où on n'y arrive pas. Et ça a beaucoup, beaucoup progressé. Donc ça, c'est le premier gros sujet. Et le deuxième, c'est l'évolution de nos offres en fonction des nouvelles possibilités offertes par l'IA. Et ça, moi, je veux pas qu'on se plante là-dessus et je veux qu'on prenne les bons virages. Ma conviction, c'est qu'il y aura la qualité de l'équipe. C'est quelque chose qui assure la pérennité de la boîte. Ça, c'est sûr et Mmh. certain. Mais à côté de ça, il faut pas avoir des œillères sur ce qui peut être des nouvelles possibilités qui s'ouvrent et qui ouvrent des nouveaux marchés ou des segments du marché. Voilà. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, tu vois, de pouvoir, encore une fois, pouvoir prétendre, bah, on a les bons outils au bon moment. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, là, on est au mois de septembre. Les boîtes vont faire leur budget 2026. Comment Mmh. tu abordes un peu la partie, et il y a toujours cette idée que, les projets AI sont vus comme chers. Mmh. Alors OK, on a, cette idée de se dire: «Ouais, ChatGPT, c'est pas très cher, finalement, on peut faire plein, plein de trucs», mais quand tu mets bout à bout, bah, l'IA, c'est pas gratuit. Mmh. Quel conseil tu donnerais, toi, à des gens qui vont construire leur budget en se disant, «Ouais, je dois mettre en place de l'outil», dans lequel il peut y avoir de l'IA, mais pas que de l'IA. En tout cas, si on prend le sujet IA, comment tu pilotes ce budget-là? Comment tu l'as construit? Et quels conseils tu donnerais, toi, à des boîtes qui sont pas encore très matures sur le sujet, qui se disent: «Ouais, ça fait 2 3 ans, je dois y aller, j'ai fait des micro-tests, ça a pas trop marché», mais des boîtes qui veulent vraiment s'investir là-dedans. Quels conseils tu peux leur donner en termes du Franchement, cas d'usage à franchement, privilégier? je donnerais pas beaucoup de conseils parce que je crois que je suis pas très bon et j'ai pas des convictions fortes là-dessus. Hem, parce que notre façon de faire a été toujours assez pragmatique, assez test, geek, Test bidouille, and tu learn. vois? On n'a pas fait des gros investissements. Moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est qu'il y a des prix très, très variables. Tu vois, le sujet des agents IA, SDR, là, celui qui prospecte tout seul, eh ben,
cette semaine, j'ai vu 2 équivalentes en termes de fonctionnalités. Si tu regardes, ils font la même chose. Il y en a une, super start-up américaine, qui s'appelle Artisan, qui propose le forfait à 2 500 € par mois pour brancher ton agent IA SDR. Bon, pour tester, avant de savoir si les messages sont bien ou pas, je trouve que c'est beaucoup. Et il y a un gars en France, qui est hyper malin et qui a développé un outil qui a l'air d'être il le propose à 400 € par mois. Déjà, je trouve que c'est incroyable que les mêmes fonctionnalités sur à peu près les mêmes volumes semblent être d'un rapport de 1 à 5. Et donc ça, je trouve, mais tu vois, ça décrédibilise un peu les deux pour moi. Je me dis, bah, c'est quoi le vrai prix? C'est pas possible. Si ça vraiment, ça peut valoir 400, pourquoi il me le vend en 2005? Mais si l'autre me le vend en 2005, c'est que ça peut pas valoir 400. Donc je trouve que c'est difficile de s'y retrouver dans les prix. Qu'après, l'autre truc, c'est de dire, de toute façon, il y a rien de magique. Il faut être hyper pragmatique. Il faut essayer d'abord à la mano. Et quand on a des convictions, après, essayer de trouver l'IA qui va permettre de faire avec plus de volume et faire gagner du temps. C'est comme, je déconseillerais à quelqu'un de vouloir trouver un outil IA magique qui va faire sa prospection pour lui, si lui ne s'est pas confronté à qui est son persona, quelle est la problématique, quels sont les éléments différenciants qui vont cartonner. Et ça, il ne le saura que s'il parle à ses prospects. Ouais, Vraiment, avant lui, de demander à une IA de faire une tâche, il faut que tu l'aies faite toi-même pour bien être sûr, sûr que la bien tâche va être sûr. bien faite. Ouais. Donc toi, ce que tu fais, si je résume un peu sur la partie budget, tu as un budget test and learn un peu à l'année. Tu as ton stack tech à l'année parce que tu es quand même un industrialisé, vous êtes 50, Mm. mais tu t'autorises quand même des tests régulièrement Oui. en fonction de Ouais. ce qui tombe, quoi. Et Oui, alors, pour ce te qui est dire, pour une PME de 50 personnes, c'est pragmatique, hein. ouais, voilà, bah, on Et n'a pas j'ai pas déterminé un budget test à l'année, tu vois? non, mais Parce que, tu vois, c'est un peu parce que faut que en ça reste. fonction des outils, ça peut être très variable. En revanche, dans notre promesse, il y a les bons outils et les bons business. Si Ouais. je fais pas ce qu'il faut pour continuer à tenir ma promesse des bons outils, eh ben, je dévalorise ma boîte. Donc c'est pas le but du jeu, et j'enlève ma promesse. Donc effectivement, je sais qu'il faut faire cet effort d'investissement, qui est d'ailleurs beaucoup plus un investissement en temps qu'en budget, hein, en réalité, hein. Ouais. C'est plus le temps de Geoffrey, de Juliette, de faire intégrer ça dans les équipes et tout, qui est un vrai investissement. Le budget Mmh. est bien sûr il y est, mais le vrai truc, c'est l'énergie que tous les mois on va mettre à tester un nouvel outil, puis l'éliminer 3 fois sur 4 parce que finalement il fait pas ce qu'on imaginait, Mmh. et de malgré tout aller tester le 5e alors que ça fait 4 outils qu'on n'intègre pas parce qu'on est déçu. Cette énergie-là, elle est hyper importante, Mmh. et cet investissement, il est indispensable. Très intéressant, très intéressant. Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Jean-Michel, Déjà, vraiment, je te remercie. Je trouvais que c'est pas eu le temps passer. ouais, On est à grand pas plaisir. loin d'1 heure et demie. C'est bien plus que prévu, tant mieux. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu avais envie d'aborder, en particulier ou pour conclure ou Non, j'avais pas en tête un truc en particulier, si, on n'a pas parlé de Tizio, mais alors c'est pour la on va faire juste du si, ah, c'est très bon su ouais, Tizio, si tu es Tizio. obligé de parler de Tizio. Allez, juste Surtout pour qu'en le plus, je lance une campagne la semaine prochaine ouais, dessus, en donc plus, juste parle des Tizio. Non, pour mais la parce blague que pour c'est très Tizio. c'est un projet hyper audacieux Ouais. et je trouve qu'il va un peu, dans le sens de sans doute des évolutions un peu de méthode. Mmh. Parle-nous de Tizio. Donc, en réaction à, l'hyper-sollicitation de la prospection à laquelle je contribue avec mon com, et dans laquelle je suis, j'ai développé, beaucoup plus récemment, un outil qui est toujours dans le développement commercial et qui permet de générer des rendez-vous qualitatifs avec des prospects, mais d'une toute autre façon, basé sur le principe d'une visio rémunérée. Donc le principe étant de dire: «Je veux rencontrer un prospect, je veux discuter d'un sujet précis avec lui, je veux savoir lui, comment il fait, ce qui est important pour lui, et ben, je vais le consulter, et comme je vais lui prendre du temps et faire appel à son expertise, eh ben, je vais le rémunérer pour ça.» Et donc, Tizio est une plateforme qui permet de proposer une visio rémunérée à quelqu'un. Donc, c'est un outil d'exploration marché basé sur le principe de je valorise le temps de mon prospect et je le rémunère. Et en fait, c'est un peu étrange de dire: ah non, mais attends, on va payer les prospects pour échanger avec eux. Bah oui, parce que le temps est une ressource très rare, et je ne sais pas pourquoi on la valorise pas. Dans la prospection, on la valorise pas. On arrache un peu du temps gratuit à nos interlocuteurs. Alors, on prend le choix très différent de dire non, on l'arrache pas, on le prend pas de force, on propose dans un cadre déterminé de discuter de tel sujet contre telle rémunération. Et donc, ça permet de lancer des campagnes de sollicitation basées sur le principe de visio rémunérée. Et il se passe quoi quand on fait ça? Bah, on a beaucoup plus de rendez-vous que quand on le rémunère pas, comme par hasard. Donc, on a des taux d'acceptation qui sont 10, 15 fois, 20 fois supérieurs à des campagnes mail. Et on a des échanges beaucoup plus qualitatifs.
Parce qu'en fait, on a un cadre posé avec un prospect qui a accepté de discuter d'un sujet précis pendant 30 minutes et de faire, lui, sa vraie découverte. C'est-à-dire, lui, il va dire ce qui est important pour lui, comment il travaille aujourd'hui, ce qu'il aimerait améliorer, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi il choisirait tel ou tel prestataire ou tel produit. C'est une façon très différente de faire, qui est effectivement un peu bizarre au début, mais une fois C'est qu'on passe, culturel en c'est plus. génial. Ouais, je pense qu'en plus en France, on a ce sujet toujours, ce rapport à l'argent qui est un peu Ouais. particulier. Donc mais comme tu dis, c'est finalement l'écoute. L'écoute du prospect que tu vas avoir qui va être beaucoup plus, enrichissante au final. Mmh. Et après que ça aboutisse ou pas, faut être faut c'est une chose, mais, Mmh. et alors comment c'est perçu aujourd'hui? Comment comment les gens, sans Alors, rentrer dans je sais pas, j'ai une partie des gens qui disent, «Qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc?» et j'ai évidemment ouais, des gens qui me disent: «Moi, payer les prospects, non mais jamais de la vie, je le ferai jamais». OK, donc tac et puis en vrai, je bataille pas contre ces gens-là, hein. non, Je veux dire, bien sûr. ils ont tout à fait le droit de penser ça et puis comme c'est très différenciant, bon, je comprends qu'on puisse ne pas aimer et puis il y a une partie des gens qui dit: «Attends, bah, ouais, ah ouais, c'est peut-être pas bête, ouais et ben, pourquoi pas?» et qui adoptent cette façon de faire-là et honnêtement, quand on le fait et qu'on le fait de façon sincèrement consultative, c'est-à-dire je m'intéresse Ouais, vraiment au prospect, c'est addictif parce que c'est super agréable. C'est pas du tout un entretien de vente, tu vois, avec ton enjeu, le déséquilibre, le prospecteur et le prospecté. Non, c'est 2 personnes qui se sont mis d'accord pour échanger sur un sujet et en plus, le prospect, il est presque un peu redevable. Il dit: «Je dois préparer quelque chose pour l'échange, rémunéré», enfin machin et c'est génial et l'échange est hyper qualitatif. Donc voilà OK. et ceux qui perçoivent ça, bah, ils trouvent ça super. C'est très flatteur pour quelqu'un d'être, contacté de cette façon-là. Et finalement, il y a que des, c'est quoi un peu les entreprises, les fonctions qui marchent bien aujourd'hui? Il y a un peu de tout ou c'est, C'est assez varié. Alors on a ouais, quelques trucs, donc les dirigeants d'entreprise sont ceux qui acceptent le plus facilement un échange rémunéré. Donc dans les on aime cibles, l'argent. les je pense qu'ils se sentent très libres d'accepter un échange Ouais, bien rémunéré, où sûr. les salariés, eux, ont encore Ouais, tu vois, il y a des quelques réflexions, ouais, résistances, c'est exactement. bien sûr. Et dans les fonctions, là, on va faire, vraiment, je te fais de la grosse caricature, mais c'est mesuré. Les commerciaux, ils acceptent facilement et les responsables RH, les RH, tout ce qui est RH, acceptent moins parce qu'ils se sentent moins légitimes d'être rémunérés pour, leur expertise, leur temps et leur avis. Et on a C'est plein de gens, dingue. tu sais, quand quelqu'un décline, il dit pourquoi il décline. Et ben, il y en Tu a as des qui disent: «Je contenus ne me sens» sympas à faire oui, là-dessus. et on a mis: «Je ne me sens pas légitime pour». C'est une caricature. On a cette réponse que chez les RH. Ouais, c'est marrant, Alors on c'est leur dit: marrant. «Mais oui, vous êtes légitime, allez-y, acceptez les rendez-vous» et ils disent: «Non, mais je me sens pas légitime pour, être rémunéré pour, donner mon avis sur telle ou telle, problématique». C'est Et marrant. c'est bien que tu parles de Tizio parce qu'en plus t'as une annonce, tu fait une annonce, je crois, cette semaine, sur un partenariat hyper stratégique Ouais, pour rendre avec, encore une plus nomination. pertinent. Voilà, Ouais. nomination, super, base de données, marketing Ah bah oui, très, c'est très une super quali, boîte. française, voilà, donc Mmh. il y a les 500 000 décideurs, français, Ouais, qui sont répertoriés, vérifiés, et cetera, avec des critères de ciblage hyper précis et donc ouais, on a intégré toute la data nomination dans la plateforme Tizio, ce qui permet de faire une campagne. On met des critères de ciblage, donc je veux, interviewer, des DSI, de plus de 50 d'entreprises industrielles de plus de 50 salariés, en région Bretagne. Paf, chez ma liste, je les engage, je leur propose un sujet de discussion, je leur propose une rémunération, 3 clics et on attend que les rendez-vous arrivent. Donc c'est vrai que la qualité de data nomination plus l'approche, visio rémunérée, c'est ouais, c'est bah ouais. Ben, super, conclusion du coup, si vous voulez vous faire un petit peu d'argent, acceptez des rendez-vous Tizio. exactement. Et si vous Moi, avez besoin de remplir votre agenda, appelez, voilà aussi et moi, ce que j'ai Jean-Michel fait, pour Recom. quitte à se faire prospecter, puisqu'on se fait tous prospecter tout le temps, Voilà, autant se faire autant se prospecter. faire exactement. Exactement. Non, mais c'est super. Eh, Jean-Michel, je te remercie vraiment pour Merci ton à toi temps. Sylvain, c'était cool. C'était Merci beaucoup. super intéressant, j'espère que notre audience va apprécier ces échanges-là. En tout cas, plein de bons conseils, très pragmatiques, patron de PME, c'est ce que je cherche à à diffuser partout, et puis tes cas d'usage sur l'IA, en fait, ce que je retiens, c'est, test and learn, Mmh, heu, voilà, mettre les mains c'est ça. dedans, Mmh. avoir une équipe quand même bien focus sur le sujet, Qui aime ça. et qui aime ça. Je Ouais, pense que ça, c'est hyper important, c'est pas ouais. une contrainte, faut avoir des gens qui aiment ça Mmh, et puis fédérer tes équipes et finalement, en fait, c'est travailler sur ta chaîne de valeur de ton produit et là où tu perds du temps, mmh. heu, Ouais, si on ouais. doit résumer donc Mmh donc mh. super. Super. Jean-Michel, heu,
je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt Et Sylvain, puis merci beaucoup avec grand plaisir. et on refera sans doute une table ronde avec d'autres experts dans pas longtemps. Très bien. Je pense Ouais, que je te réinviterai dans d'autres cadres. parfait. Bah, avec grand plaisir, je viendrai promis. Merci. Merci à Merci, toi. À à bientôt. bientôt. Salut, salut. Salut.